Bonjour à tous et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la quatrième consultation. On accueille aujourd'hui Noah Faubourg, un milieu de terrain de 23 ans, réunionnais, qui joue actuellement à La Charité-sur-Loire en Régional 2. On espère qu'elle vous plaira et on vous souhaite un Un bon bon visionnage. visionnage. Bienvenue à toi, Noah Faubourg, milieu de terrain de 23 ans, qui évolue actuellement à La Charité en Régional 2. Voilà, je te laisse commencer. Peux-tu te présenter d'où tu viens, où as-tu commencé le foot et si tu avais des idèles ou des modèles quand tu étais petit? Alors déjà merci de me recevoir, ça fait plaisir. Ouais, du coup je m'appelle Noah Faubourg, j'ai 23 ans, 24 en fin d'année. J'ai commencé le foot à La Réunion parce que je suis originaire de là-bas. J'ai commencé d'abord dans mon quartier. Je suis un mec, j'ai grandi à Langevin, c'est un petit quartier de la ville de Saint-Joseph, qui est ma commune. Et voilà, j'ai commencé dans mon club local et après très vite je suis parti à l'Excelsior du coup, qui est, euh, qui est une des meilleures équipes de Lille et qui est l'équipe principale de la ville. Et j'ai grandi comme influence. Moi, j'ai eu beaucoup, déjà mon père, parce que c'est lui qui m'a mis dans le foot déjà, pas encore. Donc moi, ce qui me plaisait beaucoup, c'était les Thierry Henry, les Didier Drogba, Gomis, Bafétimbi, quand il était à Lyon, à Saint-Étienne, tout ça. Donc voilà, plutôt des attaquants. Ouais, rappelle juste ton poste exact, parce que du coup, j'ai dit milieu de terrain. Ouais. Mais vas-y, rappelle un peu ton style de jeu, etc. Ouais, alors j'ai commencé quand j'étais tout petit en attaquant de pointe, mais ça me plaisait pas parce que je touchais pas assez de ballon. Et moi, j'ai compris très vite que ce qu'il me fallait, c'était être au cœur du jeu et mener un peu le jeu. Du coup, j'ai basculé après en milieu de terrain 10, donc plus offensif. Et, euh, et par la suite, après, on m'a fait jouer milieu central, donc soit 6 soit 8. Parce que, en fait, moi, je suis plus offensif de base. Mais comme maintenant, j'ai un bon gabarit, ce qui n'était pas le cas à l'époque, et que j'ai un bon volume de jeu, je cours beaucoup, je me bats pas mal et tout, machin. Donc, on m'a fait redescendre d'accord. Et là, je suis plus, on va dire, 8 milieu de terrain central, quoi. Ok. Tu débutes à l'AS Excelsior, donc un club réunionnais. Ouais. Qui a pu notamment passé par Dimitri Payet. Parle-nous un peu de ton île natale, La Réunion. Comment se joue le foot là-bas, car c'est différent de la métropole. Alors, la Réunion, déjà, c'est génial, hein. Purement, purement subjectif, mais ouais, il y a beaucoup de talent, déjà. Si je pouvais comparer ici en termes de foyer de talent, ce serait un peu l'Île-de-France. Nous, on a beaucoup de talent parce que chez nous, un peu comme au Brésil, tout ça, on joue beaucoup entre nous on appelle ça les terrains béton, les petits cities, les trucs comme ça. On joue beaucoup, ce qui fait que, en fait, c'est un foyer à talent. Et en termes de niveau, c'est un très bon niveau. Franchement, le plus haut niveau là-bas, c'est de la régionale 1. Mais, euh, mais du coup, comme il y a beaucoup de joueurs d'expérience, tu parles de Dimitri Payet, il y en a pas mal qui sont passés par là, ouais. Ça fait que, comme il y a beaucoup de joueurs d'expérience qui viennent de métropole et d'ailleurs, ça hausse le niveau du championnat, qui fait que la régionale 1 là-bas, ouais, c'est très costaud. Euh, Tu peux rappeler juste comment vous appelez les terrains là-bas? Parce que du coup, il y a une petite coupure, on n'a pas entendu. Ouais, on appelle ça les terrains béton. Ah oui, ok. Ouais, tu vois, c'est des petits terrains comme ça où tu joues. La plupart du temps, les gens ils jouent pieds nus en plus, donc physiquement ça forge quoi. Ouais. Du coup, ouais, tu vois, vu qu'en fait, du coup, c'est Régional 1, si je me trompe pas. Du coup, une équipe qui finit première, elle peut pas monter, elle peut pas vraiment C'est ça. s'opposer à des équipes métropole, hormis en Coupe de France. On a déjà vu la JS Saint-Pierroise, etc., qui ont joué contre des clubs pro. Si tu pouvais comparer le championnat réunionnais avec une division sur la métropole, quelle serait-elle, tu penses? C'est une très bonne question parce que après la coupe c'est pas très représentatif parce que la coupe, voilà, tout peut se passer, tu vois. Mais si je devrais comparer le niveau de la division, je pense que ce serait pour les plus hautes équipes, les équipes de haut de tableau, on va dire, ce serait un haut de tableau N3, je pense. National 3 du coup, à mon avis. Quelles équipes tu penses? Je pense notamment à la Saint-Pierroise, très costaud, l'Excelsior, très costaud. Ils ont fini champion la saison dernière.
la Jeanne d'Arc, toutes ces équipes-là, ouais, c'est très, très solide. Ouais. Donc, ouais, je dirais haut de tableau national 3. Ok. Et bien que tu joues encore dans les catégories jeunes, est-ce que des fois tu es surclassé en senior? Ouais, alors je suis surclassé, ouais. En tout cas, je fais souvent des entraînements avec les équipes un peu plus hautes, mais le problème, c'est que je suis pas, à ce moment-là, je suis pas encore assez costaud. Moi, je me suis développé physiquement très, très tard. Du coup, on va dire que c'est ça qui me faisait défaut pour jouer au-dessus, en fait. C'est que bah, là où tout le monde, eux, ils étaient très précoces, très costauds, rapides, agressifs, tout ça, moi, j'ai pris plus de temps. Et du coup, on va dire que j'étais un peu en retard sur les autres à ce moment-là. Euh, Maintenant, tu vois, tu viens de La Réunion, c'est c'est loin de la métropole, c'est pas forcément médiatisé. Je sais pas si le championnat il est diffusé. Est-ce que d'ailleurs, est-ce que le championnat est diffusé sur les chaînes je crois que c'est France O, quelque chose comme ça. Est-ce que c'est diffusé à La Réunion? Ouais. Ouais, nous, on a Réunion première et Antenne Réunion. Je sais que la plupart des matchs sont diffusés sur Réunion première. Ouais. En tout cas, les matchs importants, à coup sûr. Tous les matchs, je sais pas, mais en tout cas, les matchs importants, ouais, ils sont tous sur Réunion première. Ouais. Ouais, parce que du coup, en France, en tout cas, enfin, personnellement, on n'en entend pas trop parler. Mais du coup, est-ce que tu penses que c'est difficile de percer quand tu viens de La Réunion? Et est-ce que vous vous servez de, par exemple, de Payet et des autres, bien sûr, comme des exemples pour percer? Ouais, je pense que Dimitri Payet, il a ouvert la porte à beaucoup de jeunes hein, pour rêver. En fait, le problème, c'est que c'est pas difficile, c'est pas plus difficile que pour les autres de percer à La Réunion. Ce qui nous fait défaut, en fait, c'est notre mentalité. C'est qu'en fait, comme on est très loin de la France métropolitaine, on a une mentalité où on est très famille, très patrie. Et du coup, dès qu'il faut aller ailleurs, en fait, bah, c'est là où les gens ils abandonnent parce que tu peux pas rester très longtemps de la Réunion parce que la nourriture te manque, le temps te manque, ta famille te manque, tes habitudes. Mais en fait, c'est pour ça que moi, je trouve que c'est ça qui est dommage. C'est ça qui nous manque à nous, les Réunionnais. C'est que, en fait, on n'est pas assez costaud mentalement pour se dire, je fais une croix sur tout ça et je mets ma carrière en priorité, tu vois. Mais pourtant, toi, tu as réussi à sauter le cap parce que après avoir eu ton bac littéraire en 2018, tu décides de partir à La Réunion. Qu'est-ce qui t'a motivé à partir de ton île natale? Bah, en fait, moi, j'ai toujours rêvé de ça, hein, tout simplement. J'ai toujours rêvé de ça et j'ai un père qui m'a sensibilisé à tout ce que ça impliquait de vouloir être footballeur professionnel, notamment les sacrifices, le fait d'aller très loin, le fait de peut-être ne plus pouvoir voir sa famille pendant un certain temps. Donc, moi, j'ai été très formaté, très préparé à ça, en fait. Dès le plus jeune âge, je m'étais dit qu'à la moindre occasion, moi, dès que je peux partir, quitter l'école et me concentrer à fond sur le foot, je le ferai. Parce que moi, l'école, c'est jamais un truc qui m'a plus motivé que ça, on va dire. J'ai fait vraiment ça pour mes parents et pour avoir un diplôme. Mais ça a toujours été le foot. Donc, à la première occasion, moi, je l'ai saisi, quoi. Ouais, du coup, c'est ça, hein, t'as pas hésité. Comme on a dit, donc tu es en 2018, donc à tes 18 ans, après ton bac, tu pars en Angleterre. Donc, tu Mm. arrives à Maidstone, pas très loin de Londres. Est-ce que, donc, comme tu l'as dit, un petit peu le mal du pays, de parler réunionnais, est-ce que ça a été difficile pour toi, à peine le lycée fini, à peine, même pas encore majeur, de quitter ta famille? Alors oui, ça a été difficile. Après, j'ai été aidé par beaucoup de facteurs. C'est que bah, déjà, je parlais déjà bien anglais à l'époque parce que voilà, j'ai toujours eu quelque chose pour les langues, ce qui fait que quand je suis arrivé là-bas, j'étais pas forcément paumé, quoi. Et aussi le fait qu'on parte à ce moment-là avec une sorte de sélection d'énormément de joueurs de la Réunion. Et en fait, je suis pas vraiment très dépaysé parce qu'en fait, je suis qu'avec des mecs qui sont dans la même situation que moi, qui parlent ma langue et qui font leur première expérience à l'étranger aussi. Donc en soi, c'est toujours difficile de quitter la Réunion, c'est jamais tâche facile, mais je suis jamais vraiment dépaysé quand je suis avec des gens qui vivent la même chose que moi. Ça n'a pas été en tout cas le plus difficile à ce moment-là. Avec l'excitation en plus de découvrir le niveau du foot en Angleterre. L'Angleterre, nous, on connaissait ça que par le biais de la télé, tu vois. On n'avait aucune expérience. Et tu restes combien de temps dans cette académie? Et si tu avais deux, trois choses que tu aurais à retenir de cette académie, qu'est-ce que ça serait?
Alors, à ce moment-là, si ma mémoire est bonne, je dirais que je reste un peu plus d'un mois et demi. J'ai fait presque 2 mois là-bas. Et c'est là, en fait, que je me rends compte de ce qu'il faut vraiment, en fait, pour le haut niveau. Parce que nous, quand tu es petit, on te dit que si tu es un bon joueur, c'est bon. Si tu es bon avec la balle, si tu sais dribbler, tu sais marquer, c'est bon. Mais c'est là que je découvre en fait l'hygiène de vie, je découvre euh, tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire la récupération, la nutrition, ce que tu fais entre les entraînements, tout ça, c'est une claque que je me prends parce qu'en fait, c'est là que je réalise que c'est vraiment un métier et c'est pas juste j'arrive, je suis fort au foot et je montre que je suis fort au foot. L'aspect physique aussi, je le découvre parce que voilà, à La Réunion, c'est physique, mais l'Angleterre, c'est différent encore. Donc voilà, je me suis pris une claque de lucidité, on va dire, et ouais, ça n'a pas été facile quand même. Du coup, ouais, après ce court passage en Angleterre, change direct de pays, tu fais des essais pour intégrer un nouveau club. Je te laisse un peu en parler. Je te laisse en parler, nous dire où tu vas, comment ça s'est fait et à quel mois à peu près, vers octobre, novembre, c'est ça? Ouais, il me semble que c'était juste après l'été, ouais. Ok. Sur la fin de l'été, on va dire, ouais. Et ouais, du coup, je pars pour Berlin parce que voilà, j'avais quelques membres d'une famille lointaine qui habitaient là-bas. Et pareil, l'allemand, c'est une langue que j'ai commencé tôt aussi dans mon parcours scolaire. Et du coup, voilà, moi, ça a toujours été soit l'Angleterre, soit l'Allemagne que je voulais faire comme pays. Du coup, je pars pour Berlin et je commence à me renseigner un peu, à prospecter. À ce moment-là, j'ai pas encore de gens qui suivent spécialement mon parcours. Euh, je suis un peu tout seul, on va dire. Et du coup, je commence à me renseigner sur les sites et tout machin. Et j'apprends que l'équipe euh, la plus populaire après le Hertha Berlin et le Union Berlin, à l'époque, les deux équipes de Bundesliga, c'était le Dynamo Berlin, du coup, le BFC Dynamo. Et j'ai appris qu'ils avaient une grande fanbase, qu'ils avaient des ultras. Je voyais des trams remplies de fans qui passaient, qui allaient là-bas. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas viser là-bas directement? Et, du coup, je fais mes petites recherches sur Internet. Je vois qu'ils organisent des essais, des trucs pour leur académie. À cette époque-là, j'ai 18 ans, donc je peux encore postuler pour leur académie, on va dire, pour leur section jeune. Et bah, du coup, j'y vais. On me donne une date de rendez-vous. À l'époque, c'est ma tante qui parle avec eux, parce que voilà, moi, je parlais pas encore allemand. Je croyais, mais pas du tout. Et, euh, et du coup, j'y vais, je fais mes essais, ça se passe bien. Et en fait, c'était un style de jeu qui me correspondait plus, parce que là où à La Réunion, c'était très rentre-dedans, très agressif, très combat, le football allemand, il est beaucoup plus posé, beaucoup plus tactique. Et moi, c'est plus ça mon style de jeu, tu vois. C'est de créer des espaces, c'est de jouer vite en une touche, deux touches, vers l'avant. C'est un jeu qui est plus structuré, tu vois. Donc, je suis passé vers là-bas et ça a collé tout de suite. Et donc, t'es pris au Dynamo Bucarest et tu joues avec quelle équipe à ce moment-là? À ce moment-là, je joue avec la section U18. Donc, ça s'appelle la A-Jugend en allemand. Et en gros, ils ont plusieurs sections. Il y a U18, je crois qu'il y a U20 aussi, et la réserve et l'équipe première. L'équipe première, ils jouent en quatrième division. Et, et voilà, nous, on serait l'équivalent d'aujourd'hui, je pense, en France, ce serait peut-être U19 NAS, U18 NAS, quoi. Non, c'est pas vrai. Et du coup, ouais, comme tu l'as dit, tu arrives dans un club historique qui a atteint 2 fois les quarts de finale de Champions League, 10 titres de champion d'Allemagne de l'Est. Comme tu l'as dit, un club assez populaire. Du coup, comment se passe la saison là-bas pour toi dans un grand club au final, on peut le dire? Ouais. Bah, alors, ça, c'est à la fois une super expérience, et à la fois une expérience qui est très frustrante parce que, en fait, c'est là où je me fais mes armes concrètement. J'ai pas forcément connu le football à l'étranger avant ça, et du coup, c'est là où je peux vraiment développer mon football sous différents aspects. Voilà, je découvre c'est quoi un public, je découvre c'est quoi les supporters, les gens qui te reconnaissent quand tu portes le maillot d'entraînement pour aller à la salle, par exemple, les gens qui viennent te parler, tout ça, c'est des trucs, voilà, ça change quelqu'un, hein.
Mais c'était à la fois frustrant parce que j'ai connu des problèmes de papier. Du coup, moi, je parlais très mal allemand à l'époque. Au tout début, c'était encore on va dire mes 4 premiers mois en Allemagne. Tout ce qui dit papier, tout ce qui dit dans le domaine du légal, les lois, les trucs qu'il faut remplir, tout ça, moi, c'est pas un vocabulaire que je maîtrisais. Et du coup, je reste 5 mois sans, 5 ou 6 mois peut-être, sans faire de match officiel, parce qu'on fait la prépa physique, on termine la préparation physique. Je fais tous les matchs des préparations, je suis titulaire, alors que pourtant personne ne me connaît, donc j'étais assez bien parti. Mais voilà, j'ai un problème avec. C'est un statut qui s'appelle Spielberechtigt en allemand, c'est le fait d'être autorisé à jouer officiellement. Et en fait, il y avait des papiers à remplir que je maîtrisais pas parce que je venais de l'étranger et c'était très compliqué. Du coup, je suis resté un peu sur la touche. On avait entraînement tous les jours, mais voilà, moi, j'avais besoin de l'expérience du terrain, du vrai, tu vois, et des matchs officiels, du coup. Et donc, après cette saison frustrante, tu décides de changer de club. Explique-nous ta motivation. Est-ce que c'est seulement à cause de ton année en demi-teinte ou c'est pour une autre raison? Et comment tu signes dans le prochain club? Ouais, alors en fait, comme je disais, comme c'était un peu frustrant, Euh, moi, j'ai voulu me faire vraiment des armes, en fait, et de me dire que même si je suis jeune, bah, rien ne m'oblige à rester dans l'académie. Si c'est en plus pour laisser traîner mes problèmes de papier et tout machin, je peux pas laisser mon avenir entre les mains de gens que je connais pas et qui en plus ne me doivent rien. Tu vois, tu es un petit Français à l'étranger, tu as 43 Allemands, pourquoi ils vont galérer à te faire toi des papiers s'ils ont des Allemands qui sont là et qui attendent qu'à jouer, tu vois. Donc il y a un peu de ça aussi, ça, j'en parlerai aussi, ça, le fait d'être étranger à l'étranger, du coup français à l'étranger. Mais en fait, l'élément déclencheur, c'est que j'ai commencé à m'entraîner avec la réserve de l'équipe première, où le coach, il a vraiment vu un potentiel en moi, tu vois, où il a insisté vraiment pour qu'entre deux entraînements des U18, moi, je vienne m'entraîner avec la réserve. Et c'est là que j'ai commencé à jouer avec des adultes un peu pour la première fois. Et je me suis dit qu'en fait, il me manquait juste physiquement, mais sinon, ils ont rien de plus que moi, tu vois. Je me baladais à l'entraînement et tout, tranquillement, machin. Du coup, je me suis dit, je vais aller en senior. Et c'est là justement que je suis mis en relation par le biais d'un des coachs du BFC. Je suis mis en relation avec une équipe qui s'appelle le Novi Pazar, qui, eux, pour le coup, je savais pas dans quoi je m'embarquais, mais moi, je me suis dit, c'est cool, une équipe de division un peu plus basse d'Allemagne, mais bon, ça me ferait du temps de jeu, ça me ferait ma première expérience en senior. Et bah, c'est comme ça, du coup, que je signe à Novi Pazar, justement. Tu arrives à Nofi Patzar Marathon en 7e division, dans la région berlinoise toujours. Du coup, si on se trompe pas, tu joues pas énormément en équipe A, quelques apparitions en championnat et en coupe. Euh, Est-ce que tu étais plutôt avec la réserve? Comment ça s'est passé pour toi cette année? Bah, en fait, moi, encore une fois, comme j'avais pas beaucoup d'expérience dans le foot senior et dans le monde du foot en général, moi, j'avais connu que les classes en jeunes. Je connaissais pas les enjeux de montée, descente, d'aller chercher des joueurs d'ailleurs et tout pour faire une grosse équipe. Et en fait, j'arrive dans une équipe qui est déjà toute faite. Je suis le plus jeune, non seulement je suis le plus jeune là-bas, mais je suis le seul joueur de ma tranche d'âge. Parce qu'en fait, c'est une équipe qui, eux, jouaient la montée. Ils ont eu un changement de président, un président serbe qui, lui, voulait absolument mettre tous les moyens possibles et imaginables pour monter. Et en fait, il a recruté que des grosses pointures du football berlinois-allemand de l'époque, que des mecs connus, des mecs qui ont un gros parcours, des fois en professionnel, à l'étranger et tout, machin. Et moi, j'arrive tout naïf dans une équipe en pensant que, ben voilà, moi, je viens du BFC Dynamo, c'est pas n'importe quoi, c'est pas rien. Sauf que, en fait, si t'as pas d'expérience et que t'as pas ta plus-value à apporter à l'équipe, ils te doivent rien, tu vois. Ils ont des mecs qui ont 28, 30 ans, qui eux ont déjà joué en professionnel et c'est leur 20e saison en Landesliga. Pourquoi ils vont s'embêter avec un jeune qui a pas d'expérience, tu vois. C'est ce qu'ils m'ont dit à la fin de mon passage. Ils m'ont dit que voilà, faut surtout que je continue à travailler. C'est pas que je suis pas un bon joueur, c'est que je suis un joueur qui a besoin d'une formation et qui a besoin d'expérience. Et nous, c'était pas ça nos objectifs. C'était pas ça ce qu'on avait à offrir. Nous, on voulait du résultat. Au final, c'est ce qu'ils ont eu parce que
On est monté quand même, on a fini premier. Et voilà, j'ai fait quelques petites apparitions. Tous les matchs de préparation, je les ai fait pratiquement, mais bon, ça ne veut rien dire, hein. Quand tu es titulaire en préparation physique, ça ne veut pas dire que tu vas jouer la saison. Mais voilà, il faut rentrer un peu partout. En plus, je rentre en attaque, je rentre à droite, à gauche. Et même aux entraînements, je suis bon. Je marque à tous les entraînements et tout, sauf que voilà, ils ne me font pas confiance. Je fais une bonne entrée en coupe à un moment où je joue contre le Berlin AK, qui est une des équipes rivales du BFC Dynamo, mon club formateur, et qui est professionnel du coup. Et on rencontre cette équipe-là en coupe. Là, je rentre, je fais une bonne entrée. Tout le monde vient me féliciter à la fin du match et tout, machin. Ils me disent que j'ai un bel avenir et tout. Mais bon, malheureusement, c'était sur la fin. Donc, ils m'ont fait confiance un peu tard. Donc, euh, donc voilà. Et donc, en plus de cette situation un peu compliquée, le Covid va venir stopper la saison au mois de mars. Raconte-nous un peu cette période, comment tu la vis, et est-ce que tu reviens à La Réunion? Euh, alors ouais, c'est une période qui est particulière. Moi, j'ai de la chance parce qu'à l'époque, le Covid en Allemagne, il stoppe pas complètement toute l'activité. On a quand même des entraînements, on a quand même beaucoup de choses. Les salles sont toujours ouvertes et tout. Donc au début, ça stoppe pas complètement. J'ai le temps de changer de club, j'ai le temps d'aller à Gâteau avec des amis à moi, qui est une équipe qui voilà un peu moins d'ambition qui eux, ils vont jouer le milieu de tableau et tout, et où l'entraîneur me fait un peu du rentre-dedans parce qu'il me connaissait. Parce que pareil, le foot à Berlin, les gens, ils se parlent beaucoup entre eux, tous les entraîneurs se connaissent entre eux. Donc, se faire un avis sur un joueur, c'est très rapide. J'avais eu quelques propositions à gauche, à droite, mais c'était un peu moins intéressant. Du coup, je vais à Gâteau et c'est là que le Covid, plus tard, après, il a tout stoppé complètement, en fait. Et, du coup, j'ai le temps de faire mon changement de club à ce moment-là. Euh, et ouais, c'est après qu'il y a eu le Covid et que bah, moi, en plus, avec cette autre équipe de gâteaux de la même division, j'étais titulaire indiscutable. Donc, encore plus frustrant qu'il y a, il y a le Covid qui vienne casser tout ça. Et du coup, je suis obligé après, vu qu'il y a saison blanche, je suis obligé de rentrer à La Réunion plein de moitié de championnat, quoi. Parle-nous un peu du niveau en Landesliga dans la région de Berlin, parce que du coup, ça dépend, le niveau diffère selon la région, hein, un peu comme en France. Euh, S'il y a une comparaison à faire avec un niveau français, tu peux. On sait que c'est pas toujours, comment dire. C'est comparable. Puis même, oui, voilà, c'est pas toujours comparable. Du coup, voilà, parle-nous un peu du niveau berlinois. Donc, le niveau berlinois, il est très costaud. Très très costaud parce que bah, déjà c'est la capitale, donc il y a déjà beaucoup de clubs pro, clubs semi-pro, j'en parle même pas. Et en fait, euh, à Berlin, c'est très cosmopolite. Donc, si tu veux, non seulement il y a beaucoup de joueurs allemands qui sont forts, mais il y a beaucoup de joueurs qui viennent d'Algérie, la Turquie, c'est très répandu aussi les Turcs à Berlin. Donc, en fait, tu as une espèce de mélange et ce qui fait que c'est très très costaud, c'est un foyer à talent. Et si je devais comparer la Landesliga à Berlin, je pense que je dirais que ce soit ouais, une bonne R1, on va dire, en France, une bonne région, ou un bas de tableau N3, je dirais National 3. Parce que pareil, c'est aussi un mélange de joueurs qui sont très talentueux et de joueurs qui ont beaucoup d'expérience. Dans ces divisions-là, c'est que des joueurs qui ont joué au-dessus, qui veulent finir leur carrière tranquillement. Par exemple, à Novi Pazar, au moment où moi je quitte le club, ils font signer un mec, une légende de Bundesliga qui a joué au Hertha, euh, qui s'appelle Rony, si je dis pas n'importe quoi. Un Brésilien qui est un 10 Brésilien qui lui vient prendre entre guillemets ma place. J'avais pas, voilà, pas de titulaire, mais c'est dire à quel point eux, ils sont prêts à mettre les moyens, en fait, dans cette division. Bon. Pour en revenir sur tes performances personnelles, à Gâteau, c'est la même chose que Novi Pazar à peu près. Tu ne joues pas beaucoup en A, quelques apparitions en championnat et en coupe, sans vraiment avoir ta chance. Donc, comment tu vis une deuxième saison comme ceci et qu'est-ce qui t'a motivé à partir en fin de saison? Alors, en fait, au début, c'est difficile parce que, pareil,
l'entraîneur me recrute, mais là-bas, en Allemagne, en fait, quand tu es jeune, c'est très difficile de te faire confiance. En plus, à ce moment-là, on n'a pas encore l'esprit ouvert sur les jeunes joueurs, les Moussiala, les Bellingham et tout. Tout ça, c'est encore un peu loin, tu vois. Donc, ils sont très vieille école, ils ont peur de donner leur confiance aux jeunes. Mais, euh, mais voilà, en fait, au tout début, je joue pas trop. Pareil, je fais la préparation titulaire. Mais, euh, mais au fur et à mesure, voilà, je fais des bonnes entrées, tout ça, machin. Et c'est là que je commence à avoir la confiance du coach petit à petit. Et bah, sur la fin de saison, je pense peut-être les 4-5 derniers matchs, avant qu'il y ait le Covid qui stoppe tout, c'est là où je commence à gagner ma place, notamment faire un match de coupe contre le BFC Dynamo, justement là où j'ai été formé. Et du coup, moi, je revais là-bas avec mon équipe de seniors. Et le coach, il vient me voir avant le match et il me dit, voilà, tu es en train de confirmer petit à petit ta place de titulaire. Donc voilà, si tu fais un bon match face à une équipe comme ça, je pourrais plus rien te dire et on ne pourra plus te sortir du terrain. Et du coup, c'est là où je fais un bon match contre le Dynamo. Évidemment, on prend une valise, pas possible, Mm. parce que l'écart de niveau, c'est un fossé. En fait, le match, il n'est pas si difficile que ça, parce qu'au contraire, comme tu joues contre un club pro, tu as beaucoup d'espace, tu as beaucoup de possibilités, d'opportunités, tout machin. Tu peux avancer avec la balle, faire pas mal de trucs, mais dans l'intensité qu'ils mettent, c'est autre chose. Et pareil, dans l'efficacité, eux, ils ont un corner, pour eux, c'est comme un penalty. Ils ont tellement travaillé ça à l'entraînement qu'ils font des courses croisées, et puis c'est fini. Tu crois que tu prends un joueur au marquage, au final, c'est un autre joueur qui arrive devant toi. Et, et voilà, je fais mon match contre cette équipe-là, et c'est après que le coach me dit que je serai titulaire et qu'il compte sur moi cette saison. Je pense qu'après ça, je dois faire peut-être 3 matchs en tant que titulaire. On doit faire peut-être une victoire, un nul, ou quelque chose comme ça. Et au final, après Covid, plus de foot. Et c'est là que je rentre à la Réunion. Euh, le coach au début était pas très chaud pour que je rentre, mais je lui ai dit que bah, j'avais pas le choix. S'il y avait rien à faire ici, en plus il y aurait plus de foot, donc moi je serais pas payé, donc pas difficile. Et il m'a dit, je te laisse rentrer, mais à condition que tu me promettes de revenir sûr. Moi, du coup, je lui ai promis, ne sachant pas ce qui allait m'arriver. Je lui ai dit, bah, bien sûr, je vais revenir. En plus, maintenant, je sais que ici, je vais jouer. Un super coach d'ailleurs, hein, franchement, un des premiers à m'avoir fait confiance. Et au final, c'est là que je rentre à La Réunion et ma carrière prend une autre direction, quoi. Avant de d'évoquer cette direction-là, juste deux petites questions. Euh, on a parlé de coupe, mais en Allemagne, alors euh, honnêtement, on ne sait pas, mais tu vois, la Pokal, là par exemple, on a vu Saarbrück qui a performé, tout ça. J'ai l'impression qu'on voit pas vraiment de petits clubs comme en France, dans le sens une R1, tu vois, une cinquième division qui va passer des tours. Comment ça se passe? Parce que est-ce que là c'était la Coupe de Berlin ou c'était la Coupe d'Allemagne? Est-ce que vous jouiez quand même la Coupe d'Allemagne? Explique-nous un peu ça et juste tu nous diras le nom du coach après. Ouais. Alors ouais, ça c'est une très bonne question. Je pense que justement, c'est parce que moi, si je devais mettre une hypothèse, c'est parce que comme le foot allemand, c'est quelque chose de beaucoup plus discipliné, tu auras moins de joueurs qui vont créer la différence, en fait. Là où en France, dans une équipe de régionale, tu peux avoir des pépites, des joueurs qui vont t'en dribbler 4-5 et qui vont un peu casser les lignes comme ça. En Allemagne, c'est un peu moins le cas, parce que on te force un peu à respecter les consignes et tout, machin. Si tu les respectes pas, bon, bah, c'est compliqué. Et je pense que ça doit être lié à ça. Mais ouais, du coup, nous, on a joué la DFB Pokal. Donc, ouais, c'est la Coupe d'Allemagne, la grande coupe. Il y a une coupe, je pense, ce serait l'équivalent ici, coupe départementale. Et après, tu as la Coupe d'Allemagne où là, tu peux faire des bons tirages. Et, euh, et ouais, du coup, voilà, c'est là que souvent les clubs amateurs rencontrent des gros clubs. Mais c'est toujours les mêmes qui gagnent au final. Donc, pas trop de surprises sur ce côté-là. Et du coup, le coach que tu as eu à Gatoz, comment il s'appelait? Ouais, il s'appelle Axel Vogel. Ok. Voilà, c'est un coach allemand, super cool, super sympa, qui lui m'a vraiment intégré dans son projet. Il m'a expliqué justement que voilà, à Novi, ils m'ont dit que du bien de toi, à Novi Pazar, l'équipe où tu étais juste avant. Ils m'ont dit que du bien de toi. C'est juste qu'ils peuvent pas prendre le risque en fait quand tu as un objectif aussi gros
de faire débuter des petits joueurs qui n'ont pas d'expérience. Et il m'a pris sous son aile, il m'a dit, avec moi, voilà, moi, je te promets de te donner ta chance. Et c'était un homme de parole, j'ai fait mes matchs, il m'a fait jouer après, il était toujours derrière moi, m'encourager, tout ça. Donc, franchement, je l'ai très bien vécu ce passage-là. Tu sais ce qui devient du coup? Ouais, il est toujours coach de cette même équipe, justement. Bon, je crois qu'ils sont descendus d'une division. Quand moi je suis parti juste après, ils ont fait encore une saison en Landesliga. Après, ils sont descendus. Et ouais, il est toujours coach de là-bas, apparemment. Voilà, il se passe pas mal de choses. C'est un peu turbulent, c'est devenu un peu turbulent. Mais j'ai toujours des amis qui jouent là-bas. Et voilà. Et toujours en bon terme. Et avant d'évoquer la suite, si tu pouvais nous parler un peu de la vie à Berlin, tu y as passé 2 ans. Comment c'est par rapport à la France, mais surtout pour toi par rapport à la Réunion? Ouais. Ou alors, c'est le choc des cultures un peu, Berlin. En fait, c'est la première fois que je vivais dans une capitale. Et je découvre en fait c'est quoi l'activité, je découvre la vie la nuit. Moi en plus j'habitais à Kreuzberg. Kreuzberg c'est un quartier qui est très réputé pour la fête, pour les bars. Tous les gens de Berlin ils viennent à Kreuzberg pour faire la fête. Et du coup moi je rentrais chez moi après les entraînements et je découvrais en fait c'est quoi la fête et tout. En plus moi comme j'ai été élevé très entraînement, très foot. Moi, j'allais pas du tout en boîte, j'allais pas du tout en soirée. Enfin, j'allais, mais bon, mon père, il venait me chercher à minuit 30. Peu importe elle était où la soirée à La Réunion, il me disait à minuit 30, je viens te chercher. On rentre, tu dors à la maison, demain entraînement, ou demain on va courir. Et en fait, j'ai un peu le vertige, on va dire, parce que j'arrive dans une ville où il y a tellement de trucs à faire, tellement de nouvelles rencontres et tout. Et moi, j'ai plus de barrières où je me dis, bon, bah, demain, je dois aller m'entraîner. En fait, c'est ma discipline personnelle qui doit prendre le dessus. Parce que j'ai pas mon père qui est là pour moi, pour me dire, ah, va pas en soirée ce soir, parce que demain, on doit faire ça. Et du coup, c'est ça le piège. Faut apprendre à rester concentré et ne pas, en fait, rentrer dans toutes ces distractions-là. C'est ça qui est très difficile pour un footballeur aussi. Après ton retour à La Réunion dû au Covid, été 2020, donc tu repars à Gâteau suite à la promesse que tu avais faite au coach Vogel. Du coup, là, tu vas partir à l'hiver, si je me trompe pas. Et tu nous as Ouais. parlé juste avant de tournant un peu pour ta carrière. Donc, explique-nous un peu ça. Explique-nous pourquoi ta carrière elle prend une autre direction et pourquoi tu t'en vas de Gâteau. Voilà. Alors, en fait, la promesse, il me l'a fait justement après, quand je suis déjà revenu. C'est là qu'il me fait que demande de lui promettre que je vais revenir pour la deuxième partie de saison. Et moi, à ce moment-là, je re-rentre à La Réunion pour voilà, profiter de ma famille et tout, machin, parce que, en fait, il y a une espèce de, si je me trompe pas, à ce moment-là, il y a une espèce de pause dans le Covid où c'était un peu plus chill, il y avait plus de confinement, tout ça. Donc, moi, je me suis dit que c'est là que je vais rentrer voir ma famille. Et je rentre. Avant de rentrer, pareil, le coach ne voulait pas trop que je parte. Et il me dit, tu vas revenir avec nous la saison prochaine? Je lui dis, oui, bien sûr. De toute façon, on a des projets ensemble, tout ça, machin. Et en rentrant, euh, je me fais recontacter, en fait, par, l'intermédiaire de quelqu'un qui me parle d'essai pour intégrer une académie en Angleterre. En fait, à ce moment-là, je fais la rencontre de quelqu'un qui s'appelle Francky Kéré, qui est un mec de chez moi, qui est un ami et qui, lui, a beaucoup suivi ma carrière et qui m'a beaucoup, beaucoup aidé euh, sur trop de choses. Gros big up à lui. Et en rentrant, justement, il me prend un peu sous son aile. Il m'avait contacté depuis que j'étais en Allemagne, parce qu'il avait entendu parler de moi. En fait, quand tu es à La Réunion et que tu entends parler de quelqu'un qui joue à l'étranger, peu importe la division, c'est toujours une fierté, en fait. Et ça intrigue beaucoup de gens que quelqu'un puisse, entre guillemets, vivre du foot, vivre de sa passion et jouer à un niveau quand même potable, tu vois. Donc, Francky contacte mon père sur son lieu de travail. Il parle un peu de moi et tout, machin. Il prend mon contact. Et de là, en fait, il me prend un peu sous son aile et il me présente un peu des gens notamment les boss de mon agence de scouting actuelle, à laquelle
je suis affilié là, Yosport. Et voilà, lui, c'est tellement occupé de moi dans ma carrière et qui m'a sauvé, qui a tout fait avec moi. Et justement, par le biais de Francky, euh, j'ai l'opportunité en fait de passer des essais pour rejoindre une académie en Angleterre. Et moi, à ce moment-là, je ne sais pas trop ce que ça représente, mais moi, je vais à ces essais-là. Et une fois que j'arrive à l'essai, la personne qui organise l'essai, elle se rend directement sur place. En fait, elle laisse pas juste les gens s'occuper de son essai, il vient directement sur place. Et en fait, quand il arrive, moi, je me rends compte que c'est la personne avec qui je suis parti en Angleterre la première fois. La toute première fois quand je suis parti à Maidstone, c'est cette personne-là, en fait, qui organise la deuxième fois les essais pour aller en Angleterre. Cette personne-là s'appelle Didier Agathe. Euh, Big up à lui aussi, d'ailleurs, si je vois ça passer. Mais c'est quelqu'un qui a joué à l'étranger, c'est une légende du Celtic Glasgow, qui a joué à la Ligue des Champions, qui a joué contre Ronaldinho et tout. Donc, à La Réunion, c'est quelqu'un de très important, tu vois. Et bah, lui, justement, via son parcours professionnel, il a ouvert des académies, des trucs, il a organisé des essais, tout ça, pour ouvrir la porte aux Réunionnais, justement, à l'étranger. Et en fait, quand on se voit, du coup, lui, il dit à mon agent, bah, en fait, tu aurais pu me dire que c'était Noah. En fait, moi, je savais pas que tu parlais de ce joueur-là, mais moi, je le connais très bien. Donc, lui, c'est même pas d'essai, on l'enverra directement, en fait. Et du coup, voilà, je fais quand même mon essai, ça se passe quand même bien. Et voilà, tout de suite après, on fait les formalités en fait pour repartir en Angleterre. Et en fait, c'est une académie qui est affiliée à un club de championship qui s'appelle Huddersfield. En fait, le premier partenariat, c'était avec Carlisle. Donc, Carlisle, c'était une équipe de troisième division anglaise à l'époque, professionnelle. Et après, ils ont changé de partenariat. Ils ont visé plus grand. Ils ont visé Huddersfield, qui est aussi un club historique. Et donc, nous, voilà, on avait notre académie, on faisait des showcases, des matchs de showcase contre Huddersfield, contre énormément de grands clubs dont je parlerai plus tard. Et bah, c'est à ce moment-là, en fait, où je me dis, merde, j'ai fait ma promesse à mon coach Axel. Donc, est-ce que je saute le pas, est-ce que je passe à ma carrière ou est-ce que je tiens ma promesse? Du coup, j'ai longtemps réfléchi, j'en ai parlé avec mes parents et voilà, j'ai envoyé un pavé comme ça pour le remercier bah, pour tout. Et évidemment, il était un peu en colère, ce que je peux comprendre. Donc, donc voilà, et c'est là que je pars pour l'Angleterre après, justement, dans la foulée. Donc avant de débuter ton aventure en Angleterre, tu nous parles de vivre du foot. Mais du coup, comment ça se passe en septième division allemande? Est-ce que tu es payé? Est-ce que vous avez des primes, etc. Comment tu vis du foot finalement? Ouais, alors moi, il faut savoir qu'on avait déjà fait un deal avec mes parents de base, c'est que j'ai de la chance d'avoir deux parents qui travaillent. Donc moi, ils m'ont dit, tant que tu feras du foot, que tu seras à fond dedans, que tu tiens tes engagements, tu montes petit à petit, tu te bats et tu fais tes matchs et que tu es sérieux dans le foot, nous, même si tu n'es pas très bien payé, ou même si tu n'es pas payé du tout, parce que ça m'est arrivé de ne pas être payé du tout, on sera toujours là pour toi, on t'enverra toujours de l'argent si tu as des problèmes de loyer, de trucs, de machin. Donc ça, c'est un truc, en fait, c'était ça mon pilier de base, en fait. Hein. Il faut savoir que gagner de l'argent dans le foot, les gens pensent que voilà, c'est dès que tu fais du foot, ça y est, tu as beaucoup d'argent. Et puis voilà. Et en fait, en Allemagne, j'ai de la chance, c'est très bien monétisé, vu qu'il y a beaucoup de médias, de la plus basse division à la plus haute division. En fait, c'est très médiatisé et c'est très suivi. Donc, il y a quand même pas mal d'argent qui tourne. Donc, à ce moment-là, en fait, tu as des fixes ou tu as des primes. Quand tu es un jeune joueur, c'est très difficile d'avoir un fixe. Mais, par exemple, à Gâteau, on avait un système qui faisait que on était payé à l'entraînement, donc à la semaine. Si on venait à tous les entraînements, on avait une somme. Je ne saurais même pas dire exactement c'était combien, mais en gros, on va dire que sur un mois, je prenais mes sous d'entraînement et si j'étais sur la feuille de match, j'avais une somme. Et si tu étais titulaire, tu avais une somme en plus. Et si tu gagnais le match, tu avais une somme en plus. Donc tout ça fait que si tu faisais des bonnes performances, tu avais plus ou moins un fixe à la fin de la saison. Bon, pas non plus beaucoup d'argent, mais de quoi quand même faire des courses, acheter deux, trois petits trucs. Et ben, mon loyer, c'était mes parents qui s'en occupaient. Et, euh, et voilà, mais ça après, c'est un club que j'ai trouvé qui m'a contacté, tout ça. C'est pas un club semi-pro ou quoi, donc c'est plus difficile. Après, quand tu vas dans d'autres pays, dans d'autres contextes,
Là, ils te mettent dans d'autres conditions qui sont mieux que ça, tu vois. Donc voilà. Donc, tu nous as parlé de ton retour en Angleterre dans une académie, Parkview Academy of Sport, donc à Sunderland. Tu nous as expliqué comment tu es arrivé et est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu es encadré là-bas et comment se passe ta saison là-bas? Ouais. Alors, on va dire, c'est ma première expérience avec le monde professionnel, hein, parce que bah, là-bas, c'est vraiment un centre de formation. En fait, c'est très, très, très sérieux. Donc, je découvre c'est quoi de m'entraîner avec des GPS pour voir mes performances. Je découvre c'est quoi les plusieurs entraînements par jour, parce que moi, les plusieurs entraînements par jour, avant, je les faisais moi-même. J'allais à la salle le matin ou j'allais courir le matin, mais c'est pas quelque chose qui était encadré, en fait. Et là, je découvre, en fait, je me prends une claque parce que je me dis, waouh, en fait, il faut y aller, quoi. Il faut vraiment être là tout le temps. Je découvre c'est quoi l'exigence à l'entraînement d'être bon, parce qu'en fait, même à l'entraînement, je joue ma place parce que évidemment, les autres Anglais qui sont avec moi, on est quelques Réunionnais, mais tout le reste, c'est des Anglais. La plupart, ils sont formés à Everton, formés à Manchester, à Accrington, troisième division, deuxième division. C'est que des gros, 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 gros joueurs et des grosses pointures. Même les étrangers qui sont amenés à rejoindre l'académie, c'est des joueurs qui ont joué avec des joueurs qui aujourd'hui sont connus, notamment Dest, euh, des joueurs comme ça, l'attaquant de Bologne, là, Zirkzee, le numéro 9. euh, en fait, c'est là que je me rends compte à quel point le foot, c'est difficile, en fait, et qu'il y a des gens qui ont des parcours déjà très bien tracés. Et moi, je suis en concurrence avec ces gens-là. Du coup, voilà, en plus, c'est des Anglais. Les Anglais laissent tomber leur endurance, leur force physique et tout. Nous, on s'entraînait 3 fois par jour, des fois. La plupart du temps, 2 fois. On avait entraînement au terrain le matin à 9 heures. L'après-midi, on avait salle. Et nous, des fois, le soir, pour rajouter un peu d'intensité, on repartait à la salle, mais faire autre chose, pas des choses qu'on avait fait la veille. Et on était super bien encadrés. On avait des coachs de performance, des coachs de physique. On avait des gens spécialisés dans les échauffements, des analyses tactiques. Donc, c'est là que j'ai découvert en fait c'était quoi le monde professionnel. Même si on n'avait pas de contrat pro à l'époque, c'était quelque chose, comme on était affilié à un club pro, bah, tout était très, très professionnel. Et en fait, j'arrive là-bas et je me rends compte de la distance qui me sépare, moi, de ces joueurs-là, en fait, qui, eux, ont connu des grands centres de formation, que ce soit à Everton ou Manchester ou ce genre de choses-là. En fait, je me rends compte que j'ai beaucoup de retard, en fait. Et du coup, ce que je fais, c'est que je suis un peu embêté parce qu'on a entraînement le matin, entraînement l'après-midi. Si je veux rattraper mon retard physique, en fait, je dois y aller très, très, très tôt le matin. Donc, ça veut dire que je me réveille sous les coups de 4h30, 5 heures, et je vais courir, je vais faire de la vitesse, de l'explosivité. On avait la chance d'habiter à quelques minutes d'une plage. Donc, moi, tous les matins, à un moment, pendant une longue période, à 5 heures du matin, j'allais courir sur la plage et j'essayais de rattraper mon retard pour après revenir à l'entraînement. Et à l'entraînement, j'étais KO, donc je découvre c'est quoi la récupération, les bottes de récup, le massage, les bains froids. Parce qu'avant, j'ai toujours récupéré facilement, vu que c'était pas une intensité qui en exigeait trop de moi. Mais là, franchement, j'étais surmené. Donc, j'étais obligé de trouver un moyen de bien récupérer, en fait, pour être d'aplomb. On arrive en fin de saison. Juste, comment est-ce que vous avez un championnat? Vous êtes dans un championnat où vous jouez juste des amicaux? Comment c'est encadré un petit peu? Ouais. Alors, on est dans un championnat qui serait l'équivalent d'un championnat semi-pro. Je ne saurais pas te dire exactement le nom parce que c'était en fait, le championnat anglais est très particulier. Quand tu descends en dessous de la quatrième division, il y a plusieurs branches, plusieurs secteurs, plusieurs régions. C'est pas aussi simple qu'en France ou en Allemagne. Donc, c'est très difficile de se situer. On jouait à un bon niveau en championnat et on avait des matchs de showcase qui étaient organisés où, en fait, grâce à nos contacts et à notre partenariat avec Huddersfield, nous, on a joué énormément de grands clubs. On a joué Sunderland, on a joué Manchester City, Manchester United, Liverpool, Huddersfield. Du coup, ils organisaient des matchs comme ça où nous, on pouvait, en fait,
affronter des équipes de notre niveau plus, parce que bah, le championnat normal, on roulait sur tout le monde, évidemment, parce que bah, on était tous des joueurs qui avaient un parcours assez costaud. Du coup, le championnat de base était un peu facile pour nous, et on faisait des matchs sur le côté. Même après, quand je suis parti, quand je pars après la fin de ma période en Angleterre, je vois qu'ils ont fait un match contre l'Italie U19. Donc des joueurs qui jouent en Serie A et tout, dont un qui a fait ses débuts avec la Roma et tout. Donc voilà, c'était l'opportunité pour nous de voir c'est quoi le très très haut niveau, quoi. Du coup, dans ces matchs-là, est-ce que tu te rappelles de certains joueurs en particulier qui t'ont marqué, des mecs qui ont percé, contre qui tu as joué? Parce que tu as quand même joué contre des grosses pointures d'Angleterre, là. Ouais, alors il y en a pas mal, hein, il y en a pas mal que je connais de nom, non, pas actuellement, parce qu'en fait, nous, à ce moment-là, c'était des très jeunes. En fait, tu te doutes bien que quand tu joues contre des Manchester City U19, par exemple, tu vas pas jouer contre des mecs qui ont 19 ans, 18 ans. Tu vas jouer contre des gens qui sont beaucoup plus jeunes et qui, eux, en fait, sont surclassés. Donc, contre nous, entre guillemets, c'était encore des tout jeunes. Mais je sais que, par exemple, des mémoires, je crois que c'était à United, ils avaient un 10 qu'ils avaient acheté à Liverpool pour 5 millions à ce moment-là. Et le mec, il avait même pas encore de contrat pro ou quoi, machin, mais c'était une pépite. C'est des trucs, quand tu vois ça en vrai, ça n'a aucun sens. Quand moi, je vois mes propres joueurs, en fait, qui sont hyper costauds et tout, qui viennent de grands centres de formation, je me dis, non, on est intouchable. Tu vois, quand tu vois ces joueurs-là se faire mettre sur les genoux, se prendre des crochets, des feintes, glisser, tomber par terre, tu te dis, ah ouais, en fait, il y a encore au-dessus. Et ces joueurs contre qui on jouait là, notamment Huddersfield. Huddersfield, c'est un des matchs qui m'a le plus choqué du niveau, en fait. Quand je vois ces joueurs-là, et je me dis, ces mecs-là, ils n'ont pas leur chance en équipe première, mais je m'imagine des Rashford, les joueurs qui ont percé très tôt. Je me demande, en fait, qu'est-ce qu'ils avaient, les Phil Foden, pour être titulaire indiscutable en équipe première. Parce qu'en fait, déjà, moi, ce que je voyais, je comprenais pas comment c'était possible. J'ai déjà vu un mec, je crois que c'était le match contre Southampton à domicile. J'étais blessé, moi, à ce moment-là, à cause d'un match qu'on a fait, le premier match que j'ai fait contre un club pro avant. Je me blesse. Le match d'après, je vais regarder le match. On a un 10, il se prend un dégagement à 6 mètres du gardien, dos au jeu, avec des protèges tibia. Il va te faire une espèce de double contact tibia, pointe du pied, genre tac-tac. En une touche de balle, il va faire passer ça sur la tête du défenseur, il va continuer son action et il marque à la fin. Et je me dis, mais comment ces mecs-là, ils sont pas déjà contre pro en train de jouer en équipe première? Et en fait, ça, à la fois, ça me motive parce que je me dis, waouh, je suis en train de jouer des mecs comme ça. Mais à la fois, je me dis, waouh, j'ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire, hein. Et ces matchs-là, est-ce que ça te donne envie de rejoindre un gros club anglais et de percer en Angleterre? Mais malheureusement, tu vas repartir enfin, malheureusement, ou heureusement, tu vas repartir dans un autre pays. Pourquoi? Explique-nous un peu cette situation. Ouais. Alors, ouais, bien évidemment, moi, ça m'a motivé. Mais en fait, il faut savoir que l'Angleterre, c'est très particulier là-dessus. En fait, le niveau pro en Angleterre, il est excellent. Il n'y a aucun débat là-dessus. Mais en fait, c'est le niveau semi-pro qui pêche, selon moi, en Angleterre. Parce que à la fin de l'académie, quand tu sors d'une académie comme ça, évidemment, tu as des propositions. Moi, notamment, j'avais fait quelques matchs avec une autre équipe de notre division pour gagner un peu du temps de jeu parce qu'à un moment, je ne jouais pas trop. Vu les joueurs qu'il y avait à mon poste, c'était un peu difficile de les détrôner. Donc, j'ai fait quelques matchs avec une équipe première d'un autre championnat sous il y a une histoire de dérogation et tout. Il y avait des clauses. Par exemple, j'avais pas le droit de jouer contre mon académie quand ils se rencontraient en championnat. Et en fait, après, j'ai quelques portes qui sont ouvertes sur les côtés en semi-pro en Angleterre. Sauf que le semi-pro en Angleterre, en tout cas dans la zone où j'étais, c'était très particulier. Ils s'entraînaient très peu et tu étais payé très peu. Donc, en fait, il m'expliquait que comme tu n'es pas assez payé en semi-pro, en fait, les gens, ils gardent leur travail à côté. Parce que l'Angleterre, c'est quand même cher, tu vois. Ce qui fait qu'en fait, ça crée un espèce de paradoxe où bah, tu es semi-pro,
Mais comme tu n'es pas assez payé, tu dois travailler. Et comme tu dois travailler, bah, tu t'entraînes moins. Et du coup, j'ai eu des propositions de clubs semi-pro qui s'entraînent 2 fois par semaine. Et je me suis dit, c'est impossible. Je ne peux pas faire ça. Et pourtant, c'est des très bons joueurs et tout, machin. Et, mais je me dis, non, c'est pas possible. Et, euh, et l'Angleterre, en fait, il faut savoir qu'avant de partir en Angleterre, la personne qui s'occupe de moi, elle avait déjà prévu autre chose. J'avais des clubs un peu à l'étranger qui étaient intéressés par moi, notamment en Suisse. Ils voulaient me faire partir à ce moment-là. Mais à cause du Covid, je n'avais pas pu partir. Et c'est là que l'opportunité de l'Angleterre s'est présentée. Et, euh, et Francky m'a dit, OK, tu vas là-bas, mais c'est un passage. Tu vas pas faire toute ta carrière là-bas parce que moi, j'ai des choses qui sont prévues pour toi. Donc, je te laisse aller là-bas. Tu fais ton expérience. Si ça te plaît, tu restes. Mais sinon, nous, on a déjà nos trucs sur le côté. Et du coup, voilà, quand on me propose ça, en plus, par exemple, quand je pense à des gars de mon équipe qui ont signé pro, j'ai un pote qui a signé à Livingston après, première division écossaise. Il prenait sur sa fiche de paye, c'était aberrant. Il prenait 100 euros la semaine en première division écossaise. Donc je me dis, en fait, je peux pas rester là-bas. Je peux pas rester là-bas, c'est impossible. Enfin, même en semi-pro, tu peux être mieux payé que ça. Mais je me suis dit, est-ce que être bien payé pour s'entraîner 2 fois par semaine, c'est pas un peu incohérent? Du coup, je me suis dit, non, on va rebondir. Et l'Angleterre, je sais qu'un jour, j'y retournerai si l'opportunité se présente. Mais ce sera que dans un cadre de très, très haut niveau. Minimum les 4 premières divisions. Après, c'est vraiment pas tâche facile. Mais si ça se présente, voilà. Et du coup, de là, je pars en Suisse, juste après l'Angleterre, là où mes potes, eux, ils restent un peu plus longtemps. Moi, j'ai de la chance d'avoir quelques propositions et c'est là que justement, je fais mon départ en Suisse, euh, fin février, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. T'arrives en Suisse, à Verrières, donc en banlieue genevoise, à la frontière française. Est-ce que tu souhaitais revenir dans un environnement francophone ou simplement juste tu as eu l'opportunité de par ton agent d'aller là-bas et du coup tu l'as saisi tout simplement? Ouais, alors c'était pas forcément une histoire de langue, hein, je t'avoue. Moi, j'ai une bonne capacité d'adaptation. J'ai beaucoup de chance. En plus, je parle plusieurs langues maintenant, donc j'ai pas trop de soucis là-dessus. Mais ouais, c'est plus une question d'opportunité. En fait, j'avais des contacts là-bas en fonction de mon agent et tout machin. Donc, donc c'est là que j'ai posé mes valises. Même si avant ça, j'ai fait quelques essais dans la même division, mais dans d'autres régions. Et j'ai failli signer avec un autre club juste avant ça. Il y a eu un problème extra-sportif sur l'appartement qu'ils devaient me donner. Et donc, au final, ça s'est pas fait. Et ouais, du coup, voilà, je pose mes bagages à Verrières et je découvre ben, Genève, la vie genevoise. Donc, Verrier, c'est une équipe de deuxième ligue interrégionale, soit le cinquième niveau suisse. La fameuse question, c'est quel niveau en France tu pourrais comparer cette division? Euh, si je devais comparer, ça, c'est une question que je me suis jamais posée pour la Suisse. Euh, je dirais peut-être de la bas de tableau N3. Haut de tableau R1, bas de tableau N3, on va dire. C'est un peu dans les mêmes tranches que ce que j'ai joué avant. Et en fait, pareil, là, je tombe dans une équipe où, en fait, il y a que des. À mon poste, en tout cas, il y a que des grosses pointures. On a des mecs qui ont joué. On jouait à 3 milieux de terrain, plus un remplaçant, et moi qui arrive après. J'arrive un peu tard, en fait, à ce moment-là. Et du coup, en fait, l'équipe, elle est déjà toute faite. Et moi, j'arrive, j'ai le coach au téléphone par rapport à mon agent, et le coach, il me dit, ah ouais, t'as joué ici, si, ça. Moi, ça va pas être tâche facile. Si tu viens laisser avec moi, il faut que tu sois meilleur que mes joueurs pour que je te garde minimum. Donc, il me met beaucoup de pression au téléphone. Et je me dis, waouh, ok, d'accord, c'est la Suisse, ça rigole pas, en fait. Du coup, j'arrive là-bas, je vais à l'essai, et ça se passe vraiment super bien. Euh, je récupère beaucoup de ballons, je fais le jeu, je suis très confiant à l'entraînement et tout, machin. Et les cadres de l'équipe à ce moment-là, ils ne sont pas encore tous rentrés, notamment les 2 gars qui jouent à mon poste. Mais en fait, à mon poste, après, je comprends que plus tard, bon, évidemment, au bout de 2 entraînements, je devais rester une semaine, au bout de 2 entraînements, l'entraîneur, il vient me voir, il me dit, écoute, dès le premier entraînement, on a vu voilà, que tu étais un très bon joueur. Donc voilà, nous, on veut te garder. Et,
Et en fait, c'est plus tard, quand les quatre y rentrent, je me rends compte qu'à mon poste, sur trois milieux de terrain, il y en a deux qui ont fait le Servette, donc première division suisse, un des plus grands clubs de Suisse, si ce n'est le plus grand club, qui a joué l'Europa League encore la saison dernière, là, au moment où on parle. Il y en a un qui a joué en réserve du Servette, un qui a joué titulaire en équipe première au Servette, qui a fait plusieurs années là-bas. Et le troisième, c'est un mec qui a joué en Ligue 1 dans son jeune temps, on va dire, en 2009. Il était à Evian, par exemple. Et là, je me dis, waouh. Et même le remplaçant, donc le mec qui est avant moi sur la liste, entre guillemets, lui, il vient du Stade Lyonnais. Stade Lyonnais, c'est troisième division, si je dis pas de bêtises. Promotion, ouais. Troisième division suisse. Ouais, Ok. Ouais, effectivement, il y a du monde devant toi quand même. ouais. Donc ça explique un peu mon temps de jeu, même si bon, c'est quand même frustrant, quoi. Ouais, parce que du coup, c'est ça. Du coup, tu nous as dit que tu arrivais en février. Donc, sur cette fin de saison-là, tu jouais avec quelle équipe? Sur la fin de saison de février, Ouais. ouais, je fais un passage je crois que c'est une ou deux divisions en dessous. En fait, comme j'arrive tard, j'ai aucune opportunité pour signer après, parce qu'on s'y est pris un peu tard avec mon agent à cause de moi, parce que je suis pas quelqu'un de très organisé aussi. Mm. Et on s'y prend tard, et en fait, je me rends compte que je peux signer nulle part. Et je me dis, au lieu de signer dans un club, enfin, faire saison blanche, que ça va entacher mon CV, je préfère jouer un petit club amateur tranquillement, histoire de jouer quand même un peu au foot. Je prends un club je crois, deux divisions en dessous, si je dis pas de bêtises, de là où j'ai joué après. Et on joue la montée. On fait la deuxième partie de saison, je joue tous les matchs. On est invaincu. Je crois qu'on fait une série de beaucoup de matchs sans défaite. Et du coup, on est promu. Et je crois qu'ils ont re-été promus par la suite d'ailleurs. Ils sont presque au cinquième niveau suisse là aussi maintenant. Et c'est après du coup que je suis allé à Verrier. Et du coup, c'est quoi le nom de ce petit club où tu as fait la transition? Et puis, c'était en cantonal, c'est ça? Enfin, c'était comment? Là-bas en Suisse, c'est C'était, par canton? ouais, c'est par canton. C'était une équipe du canton de Genève aussi. Donc pareil, le niveau dans le canton de Genève, il est beaucoup plus élevé qu'ailleurs. Par exemple, j'avais fait des essais dans la même division que Verrier. J'avais fait des essais dans un autre club à quelques places de Verrier dans le championnat. C'était pas du tout le même niveau. Là-bas, c'était vraiment facile. Je me suis baladé. On a joué même contre une équipe, un club pro à ce moment-là, semi-pro au moment où on les a joués. Je crois que c'est la Chaux-de-Fonds, si je me trompe pas. On les a joués en amical. On a failli les battre en amical et tout machin. C'était bien, tu vois. Mais quand j'arrive au canton de Genève, ouais, pareil, beaucoup de talent, beaucoup de trucs. Le nom du club, c'est Azouri. Euh, ASI Azouri, si je me trompe pas, c'est un club étranger qui venait qui venait d'être créé. Du coup, ils ont commencé tout en bas de l'échelle. Et leur projet, c'est de monter, monter, monter petit à petit. Du coup, voilà. Et est-ce que c'est ce faible temps de jeu dont tu parlais à Verrier qui te pousse à partir à la trêve? Ouais, ouais, c'est exactement ça. Parce qu'en fait, encore une fois, je fais tous les matchs de préparation où le coach me fait comprendre que voilà, je suis dans ces petits papiers, qu'il faut juste que je rattrape mon bagage physique que j'ai perdu là entre l'Angleterre et Verrier. Il faut juste que je rattrape mon fossé là et ce sera cool. Je fais des bons matchs de préparation. Pareil, on joue des équipes d'un niveau un peu plus élevé. Ça se passe très bien. Et, euh, et voilà, je vois dès les premiers matchs, je vois que je suis sur le banc. Un, un peu surpris, mais pas trop, parce que voilà, mon côté rationnel me dit, bon, mec, c'est des mecs, quand moi j'étais en train de passer mon brevet, eux, ils étaient en train de soulever des trophées avec le plus grand club de Suisse, ça va être difficile pour moi, tu vois. Donc, c'est pour ça que je pars, ouais. Je reste en contact avec le coach qui me fait comprendre que, bon, voilà, ça a été difficile cette saison, mais qu'il a vraiment envie de m'intégrer dans son plan de jeu la saison prochaine. Quand moi, je rentre en vacances à La Réunion à ce moment-là, euh, je suis toujours en appel régulièrement avec le coach qui me dit de revenir. Il me dit que voilà, ça va être différent cette saison. Sauf que bah, moi, voilà, vu le peu de temps de jeu que j'ai eu à ce moment-là, en fait, je peux pas refaire confiance et me dire, allez, je retente l'expérience. Donc voilà, je rentre et je reste ouvert à d'autres possibilités à ce moment-là.
Du coup, c'est pour ça que à l'hiver 2023, tu changes complètement d'horizon. Donc, tu vas découvrir une nouvelle île. Après La Réunion, la Grande-Bretagne, tu arrives à Chypre, en troisième division, à l'Elia Litrodonta, pour signer, donc, si je ne me trompe pas, ton premier contrat pro. Du coup, comment tu arrives dans cette petite ville pas loin de Nicosie? Comment tu signes là-bas? Et, euh, et qu'est-ce que tu ressens au moment de signer ton premier contrat pro? Bah, l'expérience, c'est une expérience incroyable, évidemment. J'appréhende un peu parce que là, je vais changer en fait complètement d'horizon, comme tu le dis. Avant, c'était quand même soit allemand, soit anglais, soit un peu français. Mais là, Chypre, je savais même pas à l'époque ils parlaient quelle langue au moment où je reçois cette proposition-là. Et en fait, faut savoir que je me blesse en fin de saison. Quand je finis ma saison en Suisse, je me fais quelque chose au tendon du genou, où c'est très sensible pendant très longtemps. Donc, je reste presque 2 mois sur la touche. Les 3 dernières semaines en Suisse, je ne pouvais pas trop. Je forçais à l'entraînement juste pour pouvoir m'entraîner. Et après tout mon mois de vacances, j'avais mal. Et en fait, ça a commencé à se soigner que quelques temps avant que je sois contacté pour aller à Chypre. Et en fait, pareil, c'était un club qui m'avait dans ces petits papiers depuis un moment déjà, où j'avais pas forcément exploité cette faille-là, mais voilà, au final, je me laisse séduire par l'offre. Et en fait, de base, je devais signer en deuxième division à Ayia Napa. Du coup, quand Ayia Napa, c'est une ville très proche de la mer à Chypre. C'est là où il y a un peu la fête et tout machin. Ouais, exactement. Et du coup, moi, je devais partir là-bas de base. Sauf qu'en fait, quand je reviens, j'ai encore mal au tendon. Moi, je reviens de 2 mois sur la touche, donc je suis pas en forme physiquement, même si mon père, il gère très bien ma prépa physique. Dès que je vais à La Réunion, il me prépare des trucs et j'arrive plus que prêt à chaque fois en Europe. Et là, j'arrive et en fait, j'ai encore mal au genou. Je connais rien, c'est un peu difficile pour moi. J'ai même réfléchi à pas signer en fait, parce que quand tu arrives dans un endroit où, qui est si hostile, parce que ça paraît pas comme ça, mais Chypre, déjà, c'est un peu raciste dans certains endroits, pour ne pas dire très raciste. Euh, donc, c'est un peu fermé d'esprit. Pareil, quand tu signes dans certains clubs qui sont loin des villes, la mentalité, elle est vraiment pas terrible. Tu te fais un peu insulter, mal regardé. Donc, c'est un sentiment qui est bizarre. Pareil, le grec, je comprends pas un mot de grec, parce que c'est ça qu'ils parlent comme langue là-bas. L'alphabet grec, laisse tomber. Donc, c'est un mélange de beaucoup de choses dans ma tête. Je fais mon essai pour Ayia Napa. En fait, ils viennent se déplacer à mon entraînement. Donc, je m'entraîne avec Elia, où je vais signer plus tard. Et à Yanapa, ils viennent me voir à l'entraînement régulièrement, plusieurs fois par semaine. On s'entraîne tous les jours, donc ils viennent, ils font le déplacement pour venir me voir à l'entraînement. Et du coup, au bout d'une semaine, ils me disent que bah ouais, eux, ils ont besoin d'un joueur qui est prêt physiquement, en fait. Genre, et en plus, ça reprend très tôt le championnat en été à Chypre. Donc, eux, leurs joueurs, ils sont déjà prêts. Donc, encore une fois, on revient au truc de pourquoi ils vont prendre un Français qui n'est pas encore prêt physiquement, qui vient d'arriver et qui n'est pas encore connu au bataillon. Pourquoi ils vont s'embêter avec moi quand ils ont 43 Chypriotes et eux sont déjà en train de courir sous le gros cagnard depuis décembre, quoi. Donc, voilà, ça m'a un peu dégoûté, évidemment, de passer à Yanapa à ce moment-là, parce que deuxième division, je me suis dit, waouh, c'est quelque chose. Mais au final, il y a Elia qui veut me garder et qui, eux, ils se sont pris, en fait, beaucoup de sanctions sur le point pénal, sanctions financières, sanctions de points et tout, à cause de leur ancien président, qui avait fait beaucoup, beaucoup de magouilles, apparemment, sur le plan légal. Il a fait des trucs vraiment pas terribles. Et en fait, il a laissé le club en faillite. Et eux, ils voulaient se reconstruire petit à petit. Donc, ils recrutaient beaucoup de joueurs étrangers pour ça. Et pareil, à Chypre, je découvre c'est quoi en fait la magouille, euh, quand on dit qu'on va te payer alors qu'on ne te paye pas, les enjeux qu'il y a, la corruption, les trucs comme ça. En fait, je découvre le monde pro, mais en fait, je découvre pas tout de suite les côtés positifs du monde pro, je découvre en fait tous les pendants que les gens n'évoquent pas quand ils en parlent en fait. Et du coup, moi, je me prends un peu une claque. Mais en fait, c'est surtout un sentiment de joie pure parce que signer son contrat pro, c'est un rêve, tu vois.
Juste de me dire que maintenant, quand on me demande concrètement ce que je fais comme métier, je peux dire que je suis footballeur professionnel, bah, c'est incroyable. Peu importe la condition. Franchement, on était dernier, mais monter sur le terrain quand tu es payé pour faire du foot à temps plein, on te donne un appartement, on te nourrit tous les soirs dans le restaurant du club, franchement, tu peux que être content, même si tu perds, même si tu aurais aimé être ailleurs de base. C'est un sentiment qui est indescriptible, c'est un rêve. Du coup, malgré les mauvais résultats de ton équipe, tu t'entraînes avec le plus gros club du pays, l'Hapoel Nicosie, pour la fin de saison. Du coup, explique-nous comment ça s'organise. Est-ce que c'est un accord entre les deux, etc. Et puis, dis-nous combien de temps tu es resté à l'Hapoel, du coup. Bah, ça s'organise de façon un peu particulière parce que bah, moi, je ne m'attends pas du tout. J'ai mon agent qui me dit, voilà, la Paul Nicosie, ils vont venir un peu regarder tes matchs. Il y a quelqu'un qui va venir pour regarder un peu. Et en fonction de ce qu'il voit, on voit ce qu'on peut faire. Donc moi, j'écoute, mais bon, en fait, moi, c'est tellement loin la Paul Nicosie pour moi que je ne m'imagine pas un seul instant que ça puisse se faire, en fait. Et j'ai mon agent qui insiste, qui me dit, si, si, attention, c'est sérieux ce que je te dis et tout, machin. Grâce à un contact qu'il a en commun, en fait, à Chypre, de la Paul Nicosie, justement. Cette personne-là vient me voir, qui est un joueur de la Poel, qui vient de mon île aussi, de la Réunion, qui a fait ses classes, certaines de ses classes aussi en première division à la Réunion. Et bah, en fait, du coup, ça se fait. Je suis absolument choqué de ce qui se passe parce que mon agent m'appelle, il me dit, écoute, il est passé pour voir le match et tout, machin. Fais tes valises, tu pars cet après-midi pour la Nicosie, le lendemain du match. Donc moi, encore courbaturé et tout, machin, je me fais 48 000 films dans ma tête. Je me dis, ouais, mais là, je suis courbaturé. S'ils veulent me voir à l'entraînement tout de suite et tout, machin, ça va être dur pour moi et tout, truc. Et mon agent me dit, vas-y, vas-y, tu verras, ça va être incroyable. J'appelle ma mère, parce que ma mère, je lui ai dit que il y avait la poêle qui allait venir voir mon match. Et je vais pas reparler de ça. Et le lendemain, je lui dis que je pars pour la Nicosie. Elle a évidemment les larmes et tout, machin. Elle est choquée. Elle me dit, waouh, incroyable, et tout ça. Et encore une fois, je réalise pas, moi, à ce moment-là. J'ai Ben qui vient me chercher, du coup, là où je suis, qui sympathise avec moi. Il est tout de suite à l'aise. Il m'explique que je vais être chez lui pendant la durée, en fait, de l'essai. Moi, là-bas, je pars pour environ une semaine, à la toute base. Et après, on verra ce qui se passe. Je n'ose pas trop te poser de questions parce que voilà, c'est la Nicosie. J'ai pas envie de gâcher ma chance. Donc, c'est limite, j'y vais et c'est vous qui me dites comment on fait. Donc, voilà, il m'explique que on va essayer de voir pour les entraînements avec la première, mais la plupart du temps, ce sera avec la réserve et tout, machin. Et je dis, OK, super. Donc, le jour même, le lendemain de mon match, on fait un entraînement physique avec la première. Moi, je m'entraîne moi avec Ben en isolé, avec le préparateur physique. Il me fait un bon exercice de cardio et tout, machin. Donc pas de ballon pour la première fois. Moi, ça m'arrange un peu parce que j'étais un peu fatigué. Mais voilà, je découvre les infrastructures. J'ai l'impression d'être à la télé. Je vois c'est quoi les sièges avec les numéros, les photos des joueurs, avec leurs affaires classées, rangées, pliées. Un grand vestiaire avec des sièges en cuir et tout, une piscine, un sauna. En fait, je découvre c'est quoi le. Parce que moi, j'étais pro, mais j'étais pas footballeur de haut niveau. J'avais signé l'étape pro. J'avais pas découvert en fait c'était quoi plus haut. Et là, je découvre c'est quoi le haut niveau et je me dis, waouh. Et en fait, à chaque fois que je crois que je suis arrivé quelque part, j'arrive plus haut. Et la poêle, c'était le summum en fait. C'est le plus haut c'est le plus haut niveau que j'avais jamais vu de mes propres yeux. Et je pensais jamais que ça allait détrôner l'Angleterre. Mais j'arrive et là, je vois des joueurs qui ont joué à Manchester United. Il y a Makeda qui a joué avec Ronaldo. On le voit d'ailleurs sur le but de 30 mètres de Ronaldo. C'est lui le premier à sauter dessus. Tous les joueurs, ils ont joué la Ligue des Champions, l'Europa League. Ben Fardou, avec qui je suis, qui est jusqu'à aujourd'hui
un très très bon ami à moi que je considère comme ma famille. Lui, il a joué la Ligue des Champions, une légende de son club en Serbie. Il a mis des doublés en Ligue des Champions. Il a joué contre Neymar. J'ai Issam Shebak, qui pareil, est un super pote à moi maintenant, qui lui a joué avec le Maroc, qui a joué avec des Amrabat, des Hakimi. Il a remporté le championnat il y a 2 jours avec la Poel, justement. Et, euh, et voilà, je vis un rêve éveillé, en fait. Je m'entraîne avec la réserve. Je vais voir les pros à l'entraînement. Des fois, je fais quelques petites séances sur le côté pendant qu'eux, ils font du physique aussi. Je vois ça et je suis émerveillé. C'est un rêve. Du coup, t'entames Enfin, du coup, là, on arrive à la fin de saison. Tu repars pour la prépa physique avec la Poel? Alors, je finis ma saison, on va dire. Bah, déjà, voilà, je fais mes entraînements avec la pole la semaine et le week-end, j'ai joué avec mon club. L'entraîneur, au final, ça l'a un peu saoulé parce il devait avoir des plaintes des joueurs aussi du fait que bah, je m'entraîne pas et pourtant je suis titulaire le week-end. Donc, il s'est passé un espèce de conflit interne qui fait qu'après, il m'a mis remplaçant pour les derniers matchs, pour 3 matchs, je crois. Et après les derniers matchs, il m'a remis titulaire. Et, euh, et voilà, après, je finis ma saison et je pars un peu en vacances. Et en fait, je reste quand même une bonne partie, même quand la saison est terminée, à Chypre en attente d'éventuels essais. Parce que, en fait, les coachs de la Poel étaient en train de me négocier un contrat, une opportunité en première division dans une équipe de bas de tableau. Et du coup, j'étais en attente de ça. Au final, malheureusement, ça s'est pas fait parce que le club, il est descendu entre-temps. Notre contact, il était plus trop actif sur ce plan-là. Beaucoup d'extra sportifs. Donc voilà, je me retrouve un peu déçu, mais quand même content parce que voilà, je suis passé par la poêle. J'ai été validé par beaucoup de gens qui m'ont dit que j'étais un très bon joueur. J'ai encore le coach avec qui j'ai échangé beaucoup après tout ça, qui m'a parlé de mon potentiel, de choses que je devais travailler, de choses que je devrais garder. Donc, euh, donc voilà, après je finis ma saison et je rentre en France en vacances. Donc malheureusement, après ce transfert avorté, tu dois rebondir. Et quel choix fais-tu après ce transfert? Alors, faut savoir que quand j'étais à Chypre, dans mon équipe, il y avait un Polonais, et lui avait une agence du coup, qui a un très bon gardien qui s'appelle Patrick Prost, voilà, lui par la suite a signé en deuxième division à Chypre. Bah, en fait, moi, comme j'ai connu la Paul Nicosie, si tu veux, j'avais pas envie de retourner en troisième division à Chypre. Je me suis dit, le fossé, il va être tellement vaste que je vais pas prendre de plaisir. Donc, c'est soit je trouve quelque chose ailleurs et je reviendrai plus tard pour Chypre, soit je t'initie, mais bon, avec un peu moins de conviction, quoi. Du coup, au final, j'opte pour la Pologne parce que je me fais contacter par l'agent polonais de mon pote qui, lui, me propose de signer en quatrième ligue en Pologne, dans la ville de Rzeszów, avec un orthographe un peu particulier d'ailleurs. Mais, euh, mais voilà, de signer à Korona Rzeszów, la couronne de Rzeszów. Donc, ouais, je pars là-bas après mon passage à Chypre. Du coup, ouais, pardonnez-nous les Polonais pour la prononciation. Tu signes à Jéchou, c'est ça? Ouais, Jéchou. Rzeszów, ouais, c'est ça. Euh, donc à bientôt 23 ans, donc là c'était à l'été 2023, à bientôt 23 ans, tu deviens un véritable globe-trotter, hein, parce que ça va être ton cinquième pays étranger en termes de foot. Est-ce que tu as une volonté de voyager vraiment, ou bien juste comment dire, tu veux percer par des pays plus accessibles, on va dire. Non, alors, faut savoir que moi, je suis quelqu'un de très ouvert sur beaucoup de plans. Du coup, voyager, moi, ça me plaît beaucoup de découvrir différentes facettes du football. Parce que percer facilement, ça sert pas à grand-chose en vrai. C'est pas durable sur le long terme. Mais voilà, moi, en fait, dès que j'ai l'occasion de découvrir un autre pays et de m'imprégner d'un différent football, en fait, je me dis que c'est qu'un bagage en plus que je peux avoir. C'est que du positif. Euh,
En plus, voilà, j'ai une bonne capacité d'adaptation, donc je me ferme jamais en fait aux opportunités qu'il y a sur le côté. Moi, ça me pose pas de problème de bouger pas mal comme ça. C'est un de mes plus gros désaccords avec mon père qui, lui, veut que je reste dans un pays et que je ne bouge plus sur le long terme. Mais en fait, à chaque fois, j'ai tellement de propositions qui sont cool sur le côté qui, en plus, me permettent de voyager que je me laisse souvent séduire par le projet. Et mon père, lui, voudrait que je m'installe durablement quelque part, quitte à ce que ce soit pas le niveau que je veux ou que ce soit pas, qui ne remplisse pas les attentes que j'ai moi et que je construis ça sur le long terme. Parce que moi, je suis un peu un impatient et je suis curieux, j'aime bien découvrir de nouvelles choses. Donc, c'est pour ça que je bouge pas mal. Ouais. Surtout, tu parles d'intégration, mais quand tu rejoins ce club, tu côtoies deux Français, donc Sami Taï et Alexis Mendes, tous deux arrivés la même saison que toi. Donc c'est plus simple pour l'intégration, surtout dans un pays aussi éloigné culturellement que les autres pays que tu as fait dernièrement. Ouais, ouais, c'est ça. En fait, j'arrive là-bas et la Pologne, c'est très, très hostile pour les joueurs comme moi. Mais du coup, j'avais déjà subi un peu de racisme et tout, machin, une fois que j'arrive là-bas. Et du coup, j'arrive en appréhension totale, en fait, sur ce plan-là. Et en fait, je me dis, oula, j'ai rencontré que des Polonais et tout, machin. Ils parlent pas la langue. En plus, ils n'ont pas l'habitude de voir des gens qui me ressemblent. Donc, bon, laisse tomber. En fait, j'arrive là-bas. Je vois que déjà, c'est un peu plus cosmopolite. Genre, c'est une grande ville, donc déjà, c'est cool, la mentalité est un peu différente. Et je vois à l'entraînement, ça parle français et tout. Déjà, moi, je suis choqué, je me dis comment ça? Parce qu'en plus de Alexis et Samy, en fait, il y a deux autres joueurs qui, eux, sont franco-polonais. Donc, coïncidence de ouf, parce que eux, en fait, ils ont grandi une partie de leur vie en France, une partie en Pologne, ce qui fait que bah, quand tu leur parles, tu n'as pas du tout l'impression que c'est des Polonais, en fait. Ils parlent couramment polonais, mais ils parlent aussi très bien français couramment. Et en fait, du coup, mon intégration, elle se fait super bien parce qu'on forme une espèce de groupe, on est tout le temps ensemble. En plus, pareil, pas beaucoup de pression à Jéchou parce qu'il joue le maintien. Euh, donc, le cadre de vie, il est quand même cool parce que voilà, il me propose un appartement en centre-ville, donc c'est cool. Je suis hébergé avec les Français en plus. Donc, et l'ambiance dans le vestiaire, pour moi, c'est un critère qui est important. Et l'ambiance au vestiaire, elle est super cool. C'est des Polonais qui prennent pas au sérieux et qui kiffent, quoi. Donc, franchement, c'était une belle expérience quand même. Du coup, ouais, là-bas, vous êtes donc tu t'es en quatrième ligue de Basse-Carpathie, donc quatrième niveau Mm. aussi. Non, cinquième, pardon. Cinquième. Comment tu pourrais situer ça avec les autres niveaux que tu as connus? Franchement, j'étais agréablement surpris, hein. Le football polonais, j'étais vraiment surpris. Parce qu'en fait, les Polonais, ils savent jouer au foot, hein. Contre toute attente, franchement, moi qui ai connu beaucoup de pays, je pensais pas du tout que la Pologne, ça allait être un berceau de football. Mais franchement, au niveau où on jouait, ça faisait tourner la balle, des bonnes mises en place tactiques, un peu physique, mais quand même moins que tous les autres niveaux que j'ai connus. Chypre, c'était très physique, Angleterre encore plus, mais Pologne un peu moins. Mais là-bas, ils font tous tourner la balle. En fait, ils n'ont pas de pépites, donc des joueurs qui va créer la différence, mais ils sont tous très bons techniquement. Ils vont rarement rater un contrôle, rarement rater une passe, et ce qui fait que, en fait, quand tu joues contre des bons clubs en Pologne, tu prends vite l'eau si tu fais pas attention, parce ils te font tourner en tiki-taka et tout, machin. Donc, ouais, c'est un bon niveau, franchement. Et si on parle terrain, comment se passe cette première partie de saison pour toi? Bah écoute, pareil, je m'attendais à ce qu'on perde, parce que voilà, c'est un club qui joue le maintien, encore une fois. Et moi, dans un sens, voilà, ça me dérange pas plus que ça, parce que c'est pour une première expérience, il faut quand même un temps d'adaptation. Et il faut s'accommoder à beaucoup de choses. Du coup, quand tu as moins de pression, entre guillemets, c'est toujours un peu plus facile de s'adapter. Mais franchement, ça va. En fait, moi, je voulais du temps de jeu aussi, parce que c'est ça le plus important, en fait, quand tu es footballeur, hein, concrètement. Si tu vas dans une équipe qui joue la montée, mais tu es remplaçant toute la saison, c'est pas terrible. Donc,
Moi, je valorise toujours le temps de jeu. C'est mon critère premier. Et tout le reste est secondaire. Donc voilà, je joue beaucoup. En plus, tous les matchs ils sont filmés, certains passent à la télé, certains en live. Euh, donc je peux me permettre de faire des vidéos et tout, donc de faire des highlights. Du coup, je me suis dit que c'était un tremplin et qu'après, j'allais rebondir plus tard avec tout que je peux faire. Du coup, enfin, avant de parler de ton départ, comment tu sens la vie là-bas? Parce que vous êtes plutôt proche de l'Ukraine, euh, malgré tu nous as dit que dans le vestiaire il y avait une bonne ambiance, que vous avez ce groupe-là de francophones. Mais comment ça se passe dans la ville? Parce que est-ce qu'il y a un climat de tension, etc. Alors, étonnamment, on n'a pas été trop impacté par le conflit d'à côté. En fait, les seuls traces qu'il y avait de ça, c'est en fait l'animosité qu'il y a entre les Polonais et les Ukrainiens. En fait, ils ne s'aiment pas du tout. C'est souvent dû à une espèce de passé, une espèce d'histoire. Mais voilà, ils ne s'aiment pas du tout. Donc, c'est le seul truc où on a été un peu impacté. Mais le majeur problème en Pologne, c'est que c'est quand même vachement raciste, quoi. C'est vachement raciste. Ils n'ont pas l'habitude de voir des métis, des noirs, des arabes ou quoi que ce soit. Donc, moi, c'était un climat qui était très hostile pour moi quand même, en général, dans la vie. Parce que voilà, j'étais dans une ville qui était quand même étudiante, quand même très jeune et tout, machin. Mais dès que tu vas un peu à côté ou dès que tu vas dans des endroits où c'est moins jeune, bah, tu te prends des regards, tu te prends des réflexions, tu te fais suivre un peu dans les magasins parce que les gens ils pensent que tu vas voler. Euh, on te balance des phrases de fou, des rentres dans ton pays, des trucs comme ça. Donc bon, ça c'est un peu particulier, on va dire. C'est un des trucs qui m'a fait vouloir me détacher de tout ça en fait. Donc, euh, donc ouais, c'était pas facile sur ce plan-là. Ouais, parce qu'en plus, du coup, tu vas partir à l'hiver. Sportivement parlant, je sais pas comment c'était à la trêve, mais à l'heure où on parle, si je dis pas de bêtises, c'est 28 matchs, un seul point et plus de 150 buts encaissés. Ouais. Du coup, ouais, c'est ces raisons-là qui font que tu pars à l'hiver. Ouais, bien sûr. Parce que pareil, c'était temporaire. Moi, j'avais tout basé sur mon contrat à Chypre, en fait, de base. Donc, pour moi, j'allais signer en première division et c'était fini. Et bah, au final, ça s'est pas fait. Donc, on a été pris de court. Pareil, j'étais menacé de faire une saison blanche, encore une fois. Donc, je me suis dit, il faut que je signe quelque part. Eux, ils m'ont contacté via mon agent. Donc, je me suis dit que j'allais signer là-bas pour pas faire saison blanche. Mais bon, à un moment, voilà. Quand tu fais des fêtes sur des fêtes, t'as pas envie de rester, quoi. T'as envie de viser plus haut. Et donc, bah, c'est pour ça que je décide de partir après. Et donc, tu poses tes bagages en Slovaquie, donc juste avant ton club actuel, on en parlera après. Parle-nous de ton court passage en Slovaquie au Partizan Bardejov, si je me la prononciation, club de Je suis là-bas. troisième division, à seulement une centaine de kilomètres de ton ancien club, mais de l'autre côté de la frontière. Donc, tu nous as dit comment tu t'es arrivé avec ton agent, mais comment se déroule cette courte aventure? Bah, elle est perturbée par beaucoup de choses sur le domaine privé. Il m'arrive pas mal de choses pas très cool, notamment une séparation et pas mal d'autres choses. Mais ce qui fait qu'en fait, j'ai plus trop la tête au foot. Ça, notamment, ça, en fait, quand tu ajoutes tout ça au climat qui est hostile, au fait que tu arrives comme une marchandise, on te dit tu vas aller là-bas tel jour, souvent tu es prévenu la veille pour le lendemain, on te dit tu vas aller là-bas, tu as tant de jours pour prouver ta valeur, alors que toi tu sais que tu es un bon joueur, mais là-bas tu es un étranger, tu es un connu au bataillon. Et en fait, c'est l'accumulation de beaucoup de choses, plus ce qui m'arrive sur le plan privé, fait que j'ai pas du tout la tête au foot. Et que voilà, ça se passe pourtant bien au début. Ça se passe bien. Je fais une très bonne semaine d'essai. Le match, pareil, je fais un bon match. Mais je suis pas celui qui brille le plus, on va dire, parce que ben voilà, les joueurs ne me connaissent pas forcément. Je m'entraîne avec des joueurs la semaine. Il y a des nouveaux qui arrivent. C'est un autre dispositif. Et en fait, ils commencent à vouloir prolonger mon essai. Moi, en parallèle, j'entends qu'il y a des retards de paiement.
Le cadre de vie, il est super. Un grand stade, une capacité de, je crois, 4000 ou 5000 personnes. La ville, elle est cool. On est logé dans un super hôtel qui a en face, il y a le terrain d'entraînement, le camp d'entraînement. À droite, il y a la piscine. Derrière, il y a le stade. Franchement, c'est des conditions qui étaient vraiment cool. Et moi, j'avais plus du tout la tête au foot à ce moment-là. J'étais en train de sombrer complètement, même sur le terrain. Des fois, j'avais le regard, je fixais dans le vide et tout. Donc, c'était vraiment difficile pour moi. Donc, à ce moment-là, je parle à mon agent. J'ai pas encore eu de réponse du club, mais ils commencent à me dire qu'ils attendent plus de moi, qu'ils attendent que je fasse, que je prenne le jeu à mon compte, que je sois un leader, que ceci, que cela. Bah, pour moi, c'est pas cohérent parce que je viens d'arriver. Tu peux pas demander à un joueur d'être un leader et de prendre tout le monde quand je parle déjà pas la langue. Les joueurs, ils galèrent avec l'anglais. Et moi, je connais personne. Tu me demandes d'arriver d'être le leader. Enfin, c'est des exigences pour moi qui sont pas cohérentes avec ce que tu me proposes, en fait. Si tu me fais signer et après tu me dis, voilà, maintenant j'attends ça de toi, ok. Mais voilà, je suis toujours en période d'essai. Donc, bizarre. Il commence à me faire comprendre que ma période d'essai n'est pas favorable, alors que pourtant j'étais le meilleur à l'entraînement et en match, j'étais parmi les meilleurs aussi. Donc, voilà, je comprends qu'il y a encore une histoire sous-jacente en fait dont moi je suis pas au courant, sûrement une histoire d'argent, parce que c'est ce qui se passe souvent dans les pays comme ça, des accords avec l'agent dont tu n'es pas au courant, des quotas de joueurs étrangers. Et en fait, tout ça, c'était un trop-plein pour moi et j'avais besoin de faire une pause. Du coup, j'appelle mon agent pour lui dire que ben voilà, moi je veux partir parce que en fait là, j'ai pas la tête à ça et je peux pas, j'ai pas les armes nécessaires là pour résister à tout ça. Parce qu'il faut savoir que le foot, le monde pro ou le monde de semi-pro au niveau, c'est très hostile, hein. Quand tu es étranger, que tu arrives, tu dois faire tes preuves, tu dois être bon tout de suite, tu n'as pas le droit à l'erreur, tu dois être meilleur que les locaux. Eux, ils s'en fichent de si tu as des problèmes, de ouais, mais ça, c'est pas ton style de jeu, donc tu dois faire ce qu'on te demande en fait. Et tout ça, il faut être très très costaud mentalement pour subir tout ça. Et là, j'étais trop à découvert, j'étais trop fragile à ce moment-là. Du coup, j'ai dit à mon agent que moi, je voulais arrêter carrément, je voulais faire saison blanche. On a eu une longue discussion avec lui, avec mon père, où il me dit, tu peux pas faire saison blanche, même si là, ça va pas t'aider en fait dans ta carrière de faire saison blanche. Du coup, on m'a proposé le club où je suis actuellement, là, à la Charité, qui eux ont un projet de monter sur le long terme, qui ont d'anciens joueurs pro avec eux, d'anciens internationaux. Donc c'est une équipe qui a un très bon niveau, qui joue la montée, tout ça. Je me suis dit, ok, pourquoi pas. Je n'étais pas très convaincu, mais en arrivant, franchement, j'ai été super bien accueilli. J'arrive en France. Ça m'a fait beaucoup de bien de reparler ma langue. Euh, donc voilà, ça m'a aidé. Et là, petit à petit, je me refais, je me reconstruis. Et, euh, et voilà, j'espère repartir de plus belle bientôt. Donc, tu nous as détaillé pourquoi tu n'avais pas signé en Slovaquie et comment tu es arrivé à la Charité. Tu nous as parlé aussi qu'il y avait des anciens professionnels et des anciens internationaux. Pourrais-tu nous dire qui sont ces internationaux et ces anciens professionnels? Ouais, ouais, on a notre gardien, Dava. D'ailleurs, c'est son anniversaire aujourd'hui. En plus, joyeux anniversaire, Dava. Si tu Les me vois ça anniversaires. passer. Euh, lui, il a joué la CAN, notamment. C'est un Béninois. Donc, il a joué la CAN en jeune du côté du Bénin. Les autres, je ne les connais pas. Je connais pas leur carrière en détail. Je sais qu'on a des Italiens qui ont joué un peu dans leur pays à un bon niveau. On a Wanya, notre ailier, qui lui a été, si je ne me trompe pas, international malgache. Tout ça, c'est des bons joueurs quand même. Ou même quand tu arrives à ce niveau-là, tu te dis en fait, je suis pas tant dépaysé parce que voilà, nous, on a quand même une super maison là qui est mise à disposition. On s'entraîne quand même souvent. On a le terrain qui est à 2 minutes, le stade. On a un terrain d'entraînement. On a beaucoup de matériel. On a une salle à l'intérieur de la maison pour pouvoir faire nos entraînements. Donc voilà, je me dis que c'était l'endroit idéal en fait pour rebondir. En plus, avec des joueurs de qualité. Donc, franchement, c'est cool, quoi. Ouais, comme tu l'as dit, la Charité, c'est un club qui a des ambitions. Donc pour contextualiser, il y a eu un grand changement cet été. Donc le club descend de R1 et a failli même être rétrogradé en première division de district suite à des problèmes financiers, il me semble. Du coup, il y a eu un changement de président, il y a eu une refonte du club. Et du coup, là, vous êtes en R2.
vous jouez la montée. D'ailleurs, C'est ça. comment vous êtes classé? Parce que du coup, ça dépendait du résultat d'hier. Ouais. En fait, on est deuxième à 2 points, si je me trompe pas. Normalement, on est censé être premier en fait de base. On a pris une sanction parce qu'on a fait jouer un joueur suspendu. Il y a eu une espèce de bug technique. Malheureusement, il y a un joueur qui était suspendu. Ça n'a pas été indiqué sur la tablette avant le match. Du coup, on l'a mis sur la feuille de match. Il est entré en jeu. Et du coup, on s'est pris 4 points de pénalité. Sinon, ça, on aurait été premier. Là, du coup, on est à 2 points du premier, si je ne me trompe pas. Et là, on va jouer entre guillemets deux finales. On a l'équipe qui nous a battus sur la phase aller. On joue dans 2 semaines. Et ensuite, on joue le premier pour le dernier match. Et donc, tout va se jouer en fait sur ces 2 matchs-là. Si on gagne notre première demi-finale dans 2 semaines, on a une finale à jouer contre le premier du championnat. Et si on les bat, on est champion. Et là, à ce moment-là, on montera. Mais c'est un championnat qui est très serré. On a gagné il y a 2 jours notre derby. Un match, on n'avait pas le droit à l'erreur aussi contre une bonne équipe. Mais ça s'est bien passé, donc on est content. Et donc, comment appréhendes-tu ce championnat qui est a priori plus faible que ceux que tu as connus aujourd'hui? Comment tu gardes la motivation et comment tu arrives à performer chaque entraînement et chaque match? Bah, en fait, il n'y a pas de secret, il faut garder l'objectif en tête, hein. Si tu veux être footballeur professionnel, il ne faut pas attendre d'être professionnel pour être professionnel, tout simplement. Ça paraît bateau comme ça, mais si tu gardes pas cet objectif en tête et que tu l'appliques pas à ta vie de tous les jours, en fait, tu seras toujours loin de ton objectif. Il faut que dans n'importe quel contexte, à n'importe quel niveau, tu gardes cette mentalité, un mindset que tu dois avoir tout le temps. En fait, c'est peu importe le niveau auquel tu joues, si toi, tu aspires à jouer plus haut plus tard, il faut que tu gardes ce truc-là, en fait. Et, on parlait d'expressions anglaises, mais il y a aussi, quand tu dis, les Anglais ils disent tunnel vision, c'est-à-dire la vision du tunnel. C'est tu vois la lumière tout au fond, et c'est ça ton objectif, et tout le reste sur le côté, tu t'en fiches, tu regardes et tu travailles dans cet horizon-là. Et c'est comme ça que je me dis, peu importe le niveau auquel je joue, je connais mes qualités, je sais par où je suis passé, et je sais que je vais y arriver en continuant à me donner les moyens et en surtout gardant la bonne mentalité, parce que c'est ça le foot. Les gens ils croient que le foot c'est le terrain, mais le terrain c'est 20%. T'as 80%, c'est ce qui se passe en dehors du terrain. C'est ton physique, ton hygiène de vie et surtout ta force psychologique, hein. Le mental, c'est le plus important dans le foot. C'est ça qui fait la différence. Donc, voilà. Du coup, pour terminer un petit peu les questions sur ton parcours, euh, est-ce que tu considères la Charité comme un club tremplin, c'est-à-dire pour pouvoir mieux rebondir la saison d'après? Ou est-ce que tu souhaites rester, pourquoi pas, s'y à monter, faire une saison en R1? Parle-nous un petit peu de ce que tu comptes faire pour la saison prochaine. Alors, je peux pas encore donner de verdict parce que voilà, je sais pas, ça va dépendre de beaucoup de choses déjà. Déjà, on a l'objectif de finir champion. C'est déjà la première partie du contrat, on va dire. Mais que ce soit un club tremplin ou pas, je sais pas encore. Ça va dépendre de la fin de saison, ça va dépendre de beaucoup de choses. Maintenant, voilà, j'essaie de tirer surtout le maximum de là où je suis en ce moment. C'est un club où je me sens bien, qui me met dans des bonnes conditions. Ça se passe bien avec les joueurs aussi. Donc voilà, pourquoi pas, on verra dans le futur ce qu'ils ont à proposer et moi, dans quel état d'esprit je serai. Mais en tout cas, pour l'instant, je me plais bien là où je suis. Et moi, je suis pas ouvert aux propositions, que ce soit venant de la charité ou de l'extérieur. Bah, pour conclure cette interview, on va te laisser faire un bilan de ta carrière en te posant 8 petites questions. Donc la première, c'est est-ce que tu as des regrets? Je pense par exemple à des transferts ratés ou des choix que tu regrettes. Euh, Pas vraiment, parce que je pense que c'est ça qui te fait quand t'es un joueur. C'est les erreurs que tu fais en fait qui te forgent. Le seul regret que je peux avoir, c'est de ne pas m'être donné à fond à certains moments, à certains endroits, et d'avoir trop écouté l'avis des gens, peut-être. De pas avoir fait confiance en mon potentiel et en les gens qui croyaient en moi. Parce que tu sais, on a cette espèce de mauvaise façon de penser où on se dit que les gens qui disent du mal, ils ont raison, ils sont objectifs, mais les gens qui disent du bien de toi,
bah, c'est qu'ils sont gentils avec toi ou que... alors que c'est faux. Tu vois, c'est archi faux. En fait, le footballeur, les gens, ils critiquent souvent Mbappé, par exemple, pour son arrogance. Mais c'est ça, hein, c'est ça un footballeur. C'est tu as une mentalité où tu dois être conscient de ton potentiel et limite être dans le déni, en fait. Limite te dire, moi, je suis meilleur que tout le monde. Si tout le monde trouve que je suis nul, ils ont tous tort et je continue à leur montrer l'inverse. Ça, c'est une mentalité que j'ai eue un peu tard. C'est le seul regret que je peux avoir. Est-ce que le fait de changer de club et de pays successifs, ça a eu un impact sur ta vie privée? Bah, quand tu es dans une relation, franchement, un peu. J'étais en couple pendant longtemps. Donc, ça déjà, ça joue un peu. Mais non, en fait, quand t'es bien entouré, ça joue pas. Parce que bah, tes proches, ils savent pourquoi tu es là, savent ce que tu veux faire dans la vie. Donc, que ce soit ta copine, que ce soit tes parents, ils te suivront toujours. J'ai de la chance, Dieu merci, d'avoir un bon entourage. Donc, ça a pas impacté ma vie privée, non. Quel a été le pays où tu t'es senti le mieux accueilli et le plus aimé? Euh, je dirais quand même l'Angleterre, parce que les Anglais, ils sont super sympas. J'aurais voulu dire Chypre aussi, mais Chypre, c'est parce que après, à un moment, j'ai eu un statut, les gens ils me voyaient jouer au foot. Par exemple, quand je rentrais de l'entraînement, après être passé à la Nicosie, quand je rentrais de l'entraînement, j'avais mon ensemble de la Nicosie. Je passais en centre-ville pour retourner chez moi. Bah, les gens, ils te regardent, ils viennent te parler. Même s'ils ne te connaissent pas, ils vont te demander des photos, alors que si ça se trouve, t'es juste un passant qui passe, mais qui a le maillot. Donc voilà, je dirais pas Chypre parce que c'est l'endroit où j'étais et le fait que j'ai eu la chance de passer par là-bas qui m'a ouvert ça. Mais sinon, l'Angleterre, les Anglais, c'est trop sympa. Trop ouvert d'esprit, accueillant, tout machin. Donc, ouais, l'Angleterre. Quel est le meilleur joueur avec qui tu as joué et contre qui tu as joué? Ah, c'est une bonne question, hein. Ouais, 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 c'est une très, très bonne question, ça. Euh, avec qui j'ai joué? Euh, Ça se joue entre beaucoup de joueurs. Avec qui j'ai joué, je dirais quand même Nicky Spellman. C'est un mec avec qui j'ai joué en Angleterre, qui par la suite a signé à Sunderland, un contrat professionnel, un ailier gauche qui est inépuisable, absolument infatigable, très rapide, très bon techniquement, et qui a une intensité juste folle, que ce soit en entraînement ou en match. En plus de ça, c'est un super leader. Donc, ouais, je dirais Nicky Spellman. Et contre qui j'ai joué? euh, j'ai j'ai joué contre pas mal d'anciens pros quand j'étais à Chypre. Mais je pense que je dirais quand même en Allemagne. Euh, j'ai joué contre un mec qui s'appelait Belegu quand j'ai joué à Novi Pazar en amical. C'était un latéral qui a joué au Berlin à AK en quatrième division. Et lui, il était très très fort aussi. Un latéral très vif, technique. En plus d'être physique, il avait un cauchemar. Il était au marquage sur moi, donc un cauchemar total. Mais ouais, je dirais ça. Quelle est la meilleure ambiance ou le meilleur stade que tu as connu? Euh, J'y ai pas joué, mais j'ai regardé pas mal de matchs de la Poel là-bas. Donc, je dirais le stade à domicile de la Poel. Les ultras chypriotes, ils y vont. Franchement, ça fait peur même quand tu vois une marée de supporters avec des fumigènes et tout machin. Quand moi j'y suis allé, en plus, ils étaient même pas champions. Ils étaient dans les quatre premiers, ils jouaient le podium, mais ils n'étaient pas encore champions. Mais là, j'ai vu ce qui se passe depuis qu'ils sont champions et franchement, l'ambiance est juste incroyable. Euh, c'est qui le meilleur coach que tu pu côtoyer, tu penses? Meilleur coach que j'ai pu côtoyer. Euh, bon, c'est un peu trop subjectif, mais mon père m'a coaché pendant un de mes passages à La Réunion. Que, entre deux passages à l'Excelsior, j'ai changé un peu de club. Et, notamment, il m'a coaché un peu.
en amateur. Et mon père, c'est mon premier coach. C'est mon préparateur physique, c'est mon préparateur mental, c'est mon coach. Donc, mon père, il m'expliquait des trucs. À l'époque du collège, du lycée, il me disait des trucs. Mais je me disais, mais lui, mais pourquoi il me dit ça et tout? Et 10 ans après, là, aujourd'hui, il sort des vidéos où il parle de cette méthode-là, de récupération, cette méthode de travail. Je me dis, mon père, il était trop visionnaire, en fait. Et moi, je me rendais pas compte de ce que j'avais comme coach en face de moi. Donc, sans hésiter, mon père, hein. Est-ce que pour toi, c'est primordial de bien choisir ses agents pour un joueur qui veut faire une grande carrière? Ouais, c'est primordial parce que le monde des agents, c'est un monde qui est très vicieux. Il y a beaucoup d'intérêts sous-jacents que le footballeur, il néglige trop. Moi, le premier, parce que moi, je suis pas du tout dans ces trucs-là. Moi, c'est quelque chose qui m'angoisse, les papiers, les clauses, les pourcentages, tout ça. Heureusement, j'ai une maman formidable qui s'occupe de tous ces trucs-là, qui parle avec mes agents, mais et j'ai des agents de confiance aussi, parce que j'ai déjà fait l'expérience d'agents qui t'envoient à l'essai, mais en fait, il n'y a pas d'essai. Ou carrément, des potes à moi, ils ont été envoyés en essai en Angleterre. Ils arrivent là-bas, on leur demande tu es qui? Et ils disent bah, je suis venu de la part de un tel. Et ils disent ah, nous, on ne connaît pas de un tel, on ne sait pas ce que tu fous là. Donc, c'est très, très important parce que j'en connais plus d'un qui n'ont pas fait carrière à cause de ça, à cause d'agents qui brisent leur rêve. Enfin, du coup, dernière question. On a vu qu'en Angleterre, tu avais déjà l'ambition de rejoindre un gros club. Quelles sont tes ambitions dans le foot? Est-ce que tu as t'as un palier que tu souhaiterais atteindre? Sur le long terme, c'est de jouer évidemment le plus haut niveau possible. Je pense notamment à la première division, que ce soit la Bundesliga, que ce soit la Première Ligue. Et j'ai pas honte de le dire, je pense que c'est un objectif pour tout le monde. Mais, euh, mais voilà, en fait, je sais que c'est cohérent avec avec le travail que je mets en place, le travail que je fais moi personnellement. Euh, mais ouais, l'objectif, ce serait de viser le plus haut possible. Si je peux passer par la première division à Chypre, déjà, ce serait déjà incroyable. Et surtout regagner le statut pro très bientôt, si Dieu le veut. On te le souhaite en tout cas. C'est tout pour cette consultation. On espère qu'elle vous aura plu. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. À À plus. plus.